Au coucher du soleil, les chevaliers voyageaient dans la calèche avec leur maître. Kevin avait l'air abattu. Il baissa la tête et s'excusa auprès de son maître d'avoir été la cause de ses insultes. Chris fit de même, baissant la tête et s'excusant de n'avoir rien fait, même lorsque Kevin avait été frappé. Roman les regarda en silence un moment et leur dit qu'il savait combien il avait dû être difficile de se retenir, et il les remercia d'avoir fait preuve de patience et d'avoir attendu son intervention. Ils levèrent les yeux, surpris. Puis, il leur parla d'un ton plus ferme. L'insouciance mène à la colère. Leur tenue avait permis d'éviter le pire, mais ce n'était pas la réponse qu'ils souhaitaient entendre. Dans tout le territoire du Nord-Est, personne ne devrait oser toucher à la lignée Dimitri. Il ajouta qu'ils pouvaient bien se retenir, mais jamais baisser les yeux. Ils devaient affronter leurs adversaires du regard, avec toute la colère nécessaire. Roman croisa les jambes et observa calmement ses interlocuteurs. Il n'était pas du genre à tolérer qu'on le domine. Il renverserait tous ceux qui se dresseraient devant lui, et s'il voulait le suivre, il devrait apprendre à accepter sa façon d'agir. Les chevaliers l'écoutèrent avec sérieux, alors que la calèche poursuivait son chemin. Et en passant, tu t'es déjà demandé ce que ça ferait, de parler vraiment avec ton perso d'anime ou de manois préféré. Moi aussi. Et j'ai trouvé l'appli parfaite. C'est TipsyChat. Avec l'appli ou le site web, c'est un cocon où tu crées ton univers. Ton compagnon IA se souvient, et partage tes émotions grâce à la mémoire avancée de Claude 3.7 Sonnet. Et devine quoi? C'est totalement gratuit et sans filtre. Et quelle que soit ta langue, tu peux discuter en jeu de rôle dans des décors qui changent en temps réel selon ton histoire. Clique sur le lien en description, utilise le code dans les 48 heures et reçois 100 gemmes gratuites et commence ton aventure. Moi, je t'attends déjà là-bas. De retour au domaine de Mitri, des mains expertes en celle de Hans apportèrent des informations sur la lignée Barco, obtenues auprès de la guilde d'information Black Moon. Roman s'installa à son bureau pour lire les rapports. Le majordome, d'un geste discret, attira son attention et expliqua qu'après enquête, la position actuelle des Barco était préoccupante. Roman réfléchit un instant devant les documents. La lignée Barco s'était installée dans le nord-est depuis plus d'un siècle. Leur puissance territoriale s'était véritablement épanouie lorsque l'un des leurs avait rejoint le gouvernement central. Roman tourna les pages du rapport, tandis que le majordome se tenait devant lui. Il nota que leur force militaire n'était pas aussi impressionnante qu'il l'avait imaginé. Il s'en étonna même. Il pensait qu'avec leur statut, les Barco disposeraient d'une armée solide. Mais cette faiblesse était compensée par l'appui colossal du gouvernement central. Le continent de Salamandre comptait 2 empires et 6 royaumes. Parmi eux, le royaume du Caïro n'était qu'un petit État. À l'exception des montagnes du Nord-Est, toutes ses frontières touchaient d'autres pays. Depuis toujours, ce royaume était la cible d'envahisseurs. Pour survivre, il avait dû centraliser ses forces. Ainsi, le gouvernement central avait acquis un pouvoir considérable, notamment avec le droit absolu de lever des troupes. Toute rébellion était immédiatement écrasée, et les seigneurs participants recevaient des terres en récompense, renforçant ainsi leur loyauté. Cette mécanique expliquait l'influence abstraite, mais réelle des Barco grâce à leur connexion. Hans, le majordome, hocha la tête, impressionné par la gravité de la situation. Roman acquiesça, ajoutant que grâce à ses relations, ils avaient pu contracter un prêt gigantesque auprès de la Banque d'Or, probablement sans garantie solide, uniquement sur leur réputation. Cet argent avait été investi dans le groupe de mercenaires Burch, une compagnie de plus de 100 hommes dirigée par un mercenaire classé rang A. Leur mission principale, réprimer les révoltes dans les domaines, moyennant finance. Le majordome poursuivit, expliquant qu'à en juger par la conscription massive dans leur domaine, les Barco comptaient attaquer Laurence sous peu, sans doute dans la quinzaine. Roman nota calmement que les Barco avaient terminé leurs préparatifs. Le majordome, inquiet, demanda s'il y aurait vraiment une guerre. Il doutait que Laurence puisse espérer l'emporter. Roman confirma, même en défense, il tiendrait à peine un mois. Il posa ses mains sous son menton, pensif. Bien qu'il ait promis à Anthony de ne pas s'immiscer dans leurs affaires, en tant qu'héritier de Dimitri, il ne pouvait ignorer la menace Barco. Quelle que soit leur influence, il ne ferait pas le poids face à la famille Dimitri. Pourtant, user de cette puissance familiale rendrait sa victoire insignifiante. Il lui fallait une raison irréfutable pour briser l'équilibre et s'affirmer. Se levant de son siège, il se tourna vers le majordome, le regard sérieux. Il était temps d'honorer la promesse qu'il avait faite jadis. Dans le ciel, des nuages s'accumulaient. En ville, les passants se retournèrent, surpris, en voyant un soldat en armure ensanglantée marcher dans la rue. Essoufflé, il ôta son casque, révélant un visage marqué par une cicatrice. Il soupira, rien n'avait changé à Dimitri. Cet homme n'était autre que Lucas, un mercenaire de rang B.
Peu après, dans une forge, des armures usées gisaient sur la table. Le forgeron barbu accueillit Lucas avec un sourire jovial, remarquant que la bataille avait dû être rude. Lucas gratta sa tête, gêné, et confirma. Ces idiots n'avaient rien dans le crâne. Ils s'étaient jetés sur lui sans réfléchir, et il avait bien failli y laisser sa vie. Le vieux forgeron examina son épée et souligna la piètre qualité de son équipement. Il demanda où il avait bien pu acheter pareille arme. L'homme soupira et expliqua qu'il avait essayé une nouvelle boutique et qu'il avait failli y perdre la vie. Le forgeron affirma que Dimitri avait le meilleur fer et les meilleurs équipements. Quelle stupidité pour un mercenaire d'aller ailleurs, pensa-t-il. L'homme se leva et répondit que c'était justement pour cela qu'il faisait confiance aux artisans locaux. Cependant, fabriquer un ensemble complet d'armes prendrait du temps. Lucas se dirigea vers la sortie en disant qu'il comptait rester quelque temps à Dimitri pour se soigner. En regardant droit devant lui, il avoua qu'il était las du champ de bataille. À l'extérieur, une foule s'était rassemblée devant le panneau d'affichage. Intrigué, Lucas se demanda si la guerre avait vraiment éclaté. Bien qu'il ait décidé de prendre du recul par rapport à ses affaires, sa curiosité l'emporta. Il se fraya un chemin à travers la foule et lut l'avis affiché. Appel au recrutement. Recherche de soldats. Conditions. Corps sain, ambition forte. Place disponible. 30. Salaire. 8 pièces d'argent par mois. Le mercenaire fronça les sourcils. Une famille ordinaire de 4 personnes dépensait en moyenne 5 pièces d'argent par mois. 8 pièces, c'était donc plutôt intéressant, même en tenant compte du risque. Mais un détail le fit tiquer. Vous ne serez pas sous les ordres de la famille Dimitri, mais directement de Roman Dimitri. Autrement dit, il ne cherchait que des hommes prêts à sacrifier leur vie pour Roman lui-même. Un homme, debout à côté du mercenaire, lui conseilla de ne pas espérer pouvoir s'inscrire. Il y avait déjà plusieurs centaines de candidats. Le mercenaire, marqué par une cicatrice, sourit et répondit qu'il n'y avait même pas pensé. Il était mercenaire de rang B. S'ils avaient offert au moins 50 pièces d'argent par mois, là, il aurait pu envisager de prêter allégeance à un aristocrate. Mais soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Il se tourna vers son interlocuteur et lui demanda si c'était vrai, s'il y avait réellement autant de volontaires. L'homme confirma. Lucas, perplexe, demanda si cela en valait vraiment la peine. L'homme le fixa et répondit que le jeune maître, Roman, n'était plus ce fou dont tout le monde parlait. Le mercenaire le regarda avec incrédulité. L'homme poursuivit. Roman avait vaincu les crocs sanglants et protégé ses hommes avec bienveillance. Au départ, eux aussi ne le croyaient pas, jusqu'à ce qu'ils entendent l'histoire de Clark. Intrigué, le mercenaire demanda qui était Clark. L'homme répondit que son fils, Kevin, était devenu l'un des hommes de Roman, et que leur vie, auparavant misérable, avait complètement changé. Au même moment, on voit Kevin sortir de la boulangerie avec du pain tout frais. Peu après, de retour sur le domaine de Dimitri, Kevin leva les yeux vers son maître, surpris. Roman le regarda et lui annonça qu'il lui offrait 3 jours de repos, afin qu'il puisse profiter de sa famille avant de reprendre l'entraînement. Avant de partir, Roman lui dit gentiment qu'il avait bien mérité ce temps de repos. Kevin, un peu perdu, accepta et quitta le domaine sous un beau soleil. Il changea de vêtements et ajusta son t-shirt, impressionné par la douceur des tissus. Un luxe auquel il n'était pas habitué. Autrefois, il devait travailler sans relâche pour subvenir à ses besoins. En quittant sa chambre, il pensa à sa famille qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Il espérait qu'ils allaient bien. En sortant, Hans l'interpella aussitôt, lui remit un paquet de vêtements propres et déposa une bourse sur le dessus. C'était de l'argent pour acheter des cadeaux à sa famille. Désormais, Kevin recevrait 30 pièces d'argent par mois, de quoi s'offrir des petits luxes. Le jeune homme, silencieux et ému, se mit en route, sifflotant. Il portait une chemise neuve et découvrait avec étonnement le confort de vêtements de qualité. Dans sa besace, il avait acheté de nombreux pains frais et parfumés pour sa famille. Il sourit, pensant que sa sœur Marie serait ravie d'y étaler de la crème fouettée. Il repensa au passé, à ces moments sombres où des bandits avaient envahi leur maison. Son visage se durcit, il allait devenir plus fort sous la direction du jeune maître, afin que plus jamais sa famille n'ait à vivre cela. En arrivant devant la maison, il resta figé de surprise. Ses parents prenaient le thé, et sa sœur souriait en admirant les fleurs. Il trouva étrange qu'on les ait installés non pas dans un quartier pauvre, mais à proximité du château. La jeune fille aperçut son frère dès l'appela. Ses parents se retournèrent, reconnaissant leur fils, accoururent pour l'enlacer. Sa mère, émue, le serra dans ses bras, faisant tomber le pain au sol. Kevin, étonné, demanda ce qu'il en était de cette maison.
Son père expliqua que leur Roman leur avait offert cette maison ainsi que des terres à cultiver. La mère ajouta que grâce au soutien du jeune maître, ils avaient enfin pu s'installer confortablement en ville. Le jeune homme, les larmes aux yeux, éclata de joie et de reconnaissance. Son père, remarquant un bleu sur sa joue, lui demanda si leur Roman l'avait frappé. Kevin répondit aussitôt que ce n'était pas le cas. Sa mère insista pour qu'il dise la vérité. Le garçon s'écarta et affirma que le jeune maître n'était pas ce genre de personne. Il leur raconta alors ce qui s'était réellement passé. Plus tard, son père se retrouva à la taverne, racontant fièrement à ses amis comment la vie de leur famille avait changé. Certains peinaient à le croire. Le père leur expliqua que Roman avait giflé le chevalier Barco pour défendre un simple garde. Quel aristocrate ferait cela pour un de ses hommes? Peu à peu, la noblesse et la générosité de Roman Dimitri se répandirent comme une traînée de poudre dans la ville. Tout le monde rêvait de devenir comme Kevin et sa famille. Car avec Roman Dimitri, si l'on gagne sa confiance, on peut espérer vivre une vie nouvelle, différente et pleine de dignité. Quelque temps après, un mercenaire se tenait dans la foule et observait une annonce. L'homme à côté de lui expliqua que c'était pour cette raison que beaucoup avaient exprimé le désir de participer au recrutement. Lucas, le mercenaire, semblait choqué. Il n'arrivait pas à croire que ce jeune seigneur, qu'il connaissait autrefois comme un ivrogne, avait vaincu les crocs de sang et se comportait maintenant ainsi lors des réceptions. Le mercenaire croisa les bras et sourit. Il déclara qu'il voulait voir ça de ses propres yeux. La nuit tombait et les préparatifs pour l'examen avançaient sans encombre, au domaine des Dimitri. Une voix annonça que seul un contrôle minimal serait exercé. Le jeune maître avait décidé de superviser lui-même l'examen et de tout régler personnellement. Le chef de famille fronça les sourcils en remarquant leur tardive. Le capitaine des chevaliers l'observa et lui dit que c'était le dernier moment pour annuler. Engager des soldats à des fins personnelles restait une entreprise risquée. Romero versa un verre et se tourna vers lui. Lorsqu'il avait appris que son fils comptait assister à une réception mondaine chez les Barco, il avait d'abord cru qu'il voulait s'allier à eux pour évincer son second fils de la succession. Pourtant, devant toute l'aristocratie, Roman avait giflé le chevalier, malgré toutes les tentatives d'Anthony pour le dissuader. Un homme comme Anthony se rangerait sûrement du côté du second fils, animé par un désir de vengeance. Cela pourrait devenir une menace irréversible pour le droit de succession de Roman. Romero posa son verre et ajouta que, pendant des décennies, son fils avait été décrit comme un idiot. Mais depuis l'incident avec les crocs de sang, il avait commencé à vivre selon ses propres choix. Le père souriait, en son fort intérieur, il décida de soutenir son fils. Jonathan hocha la tête et acquiesça. Le patriarche reposa la bouteille et demanda combien de volontaires s'étaient inscrits. Avec la réputation de Roman, il serait déjà bien d'en avoir 50. Le capitaine regarda son maître et répondit qu'il y en avait plus de 500. Romero sursauta et fixa son interlocuteur avec stupeur. Le lendemain, devant les portes du château des Dimitri, une foule de volontaires s'était rassemblée. Parmi eux se trouvait le mercenaire Lucas. Chris entra dans une tente et appela le jeune maître. Celui-ci était assis, tourné de dos. Chris annonça que tout était prêt pour l'examen. La veille du test, à la taverne, le mercenaire prit une gorgée et sourit. La bière brune de Dmitri avait toujours ce pouvoir désaltérant. Mais il fronça les sourcils, il y avait déjà tellement de monde. La taverne était pleine. Lucas remarqua un coin animé où 3 jeunes hommes, possédant des cartes d'identité de mercenaires de Rancé, faisaient du bruit. Il aperçut aussi 3 autres hommes au comptoir qui, bien qu'ils ne ressemblassent pas à des mercenaires, semblaient expérimentés au combat. Lucas s'installa à une table, pensif. Il y avait là 5 ou 6 candidats solides. Le niveau des prétendants était bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Il se demanda pourquoi autant de gens avaient rejoint ce recrutement. Si ce n'était pas par curiosité, alors il ignorait leur véritable motivation. Plus loin, un homme s'adressa à un certain Henderson et lui demanda s'il comptait devenir soldat pour la famille Lawrence. Lucas se retourna et écouta. Henderson répondit qu'il avait envisagé au début, car c'était sa terre natale. Le jeune homme aux cheveux roux baissa les yeux vers sa chope et ajouta qu'il avait changé d'avis après avoir vu Roman vaincre les crocs de sang et même les Lawrence. Peut-être que ceux qui n'y étaient pas ne le croiraient jamais, mais ce jour-là, il avait vu Roman Dmitri, couvert de sang, traînant par les cheveux le chef des crocs de sang. Un jeune aristocrate, venu en terre étrangère pour punir ceux qui faisaient souffrir son peuple. Henderson déclara qu'il n'oublierait jamais cette scène. Les personnes attablées alentour écoutaient, captivées. Il poursuivit en disant qu'il avait ressenti à cet instant que Roman n'était pas le faible imbécile que les rumeurs dépeignaient. Il frappa la table du poing et affirma que Roman était un véritable leader, prêt à se battre pour les siens. Ce recrutement était l'occasion idéale de devenir l'un de ces hommes.
Henderson ajouta qu'il espérait réussir l'examen et obtenir un permis de résidence sur les terres de Dmitri. Lucas le regarda longuement, songeur. Il avait du mal à croire que Roman méritait autant de loyauté. Pourtant, ce frémissement dans l'air n'était sans doute pas un hasard. Le jour de l'examen arriva. Sur le terrain d'entraînement de Dmitri, la foule des candidats se dirigeait joyeusement vers l'entrée. Lucas marchait au milieu d'eux, l'esprit tourmenté. Devait-il lui aussi faire ce choix? Certains participants semblaient également hésiter, doutant encore des rumeurs. Bientôt, la véritable nature de Roman serait dévoilée, et alors viendrait l'heure de choisir. Un silence soudain s'installa. Lucas leva les yeux, surpris. Quelqu'un s'avançait. La foule s'écarta et baissa la tête avec respect. Roman, suivi de ses chevaliers, traversait la foule d'un pas assuré. Lucas s'inclina avec les autres, jetant un regard furtif à celui qui sera peut-être désormais son maître. Personne n'avait donné d'ordre, et pourtant, instinctivement, tous s'étaient inclinés. Les rumeurs étaient vraies. Roman gravit les marches, puis s'arrêta et ordonna à tous de lever la tête. Les regards se portèrent sur lui, pleins d'espoir et d'émotion. Le jeune seigneur blond se tint devant la foule. Il annonça qu'il choisirait aujourd'hui 30 soldats qui combattraient à ses côtés. Mais avant de commencer, il avait quelques mots à dire. Avec détermination, il déclara « Je suis Roman Dmitri. Je ne compte pas passer ma vie à végéter aux confins du royaume. Je me battrai pour m'élever à une place plus haute, et ce chemin sera pavé de combats mortels. Ceux qui prennent ce service à la légère peuvent encore se retirer maintenant. » Un silence stupéfait parcourut la foule. Le jeune maître poursuivit. « Le jour où vous tomberez sur le champ de bataille, vous ne ressentirez aucun ressentiment envers moi, celui qui vous y aura envoyé. Non, vous regretterez seulement de ne pas être là pour voir comment j'atteindrai le sommet du continent. » Les candidats étaient sous le choc. Lucas aussi. Il pensa avec incrédulité. Même sa position au sein de sa propre famille est instable. Et il parle de dominer le continent? Quelle arrogance! Mais au fond de lui, il avait l'impression étrange que c'était possible. Le visage de Roman ne tremblait pas. Chris s'avança et annonça qu'il allait maintenant expliquer la méthode du premier test de sélection. Le blond regarda son partenaire et expliqua que les participants devraient se tenir à l'endroit désigné. L'archer présenterait 3 flèches sur chaque candidat, à une distance si courte qu'elles pourraient soit transpercer les planches derrière eux, soit leur corps, causant des blessures potentiellement mortelles. Chris plissa les yeux et ajouta que seuls ceux qui resteraient immobiles jusqu'à ce que les 3 flèches soient tirées obtiendraient le droit de passer la première épreuve. L'examen allait commencer, et il commença à appeler les noms un par un. L'archer prépara son arme. Le premier candidat s'avança, nerveux. Il se demanda quel genre de psychopathe pouvait concevoir un test de sélection aussi dangereux. L'archer banda son arc, et la première flèche passa près du cou du candidat. Ce dernier trembla de peur. Le candidat suivant comprit que c'était un test mental. Il fallait tenir bon, convaincu que rien ne lui arriverait. L'archer tira une deuxième flèche qui cette fois transperça la cuisse du participant. La douleur le fit hurler et s'effondrer. Chris se précipita vers lui et appela un médecin militaire qui l'emmena sur une civière. La foule était sous le choc. Chris appela le suivant. Lorsque son nom fut prononcé, l'homme sentit la peur l'envahir. Il jeta un regard à la traînée de sang laissée par le participant précédent et pensa qu'un léger écart aurait pu le tuer sur le coup. Dans la foule, quelqu'un murmura que c'était de la folie. Lui, il était venu dans l'espoir de devenir chevalier par la voie militaire, pas pour risquer sa vie ainsi. Chris détourna les yeux et repensa aux paroles de son maître. Puis il annonça que le comportement du deuxième candidat serait considéré comme un abandon. Le candidat tremblant s'éloigna. Chris rappela alors qu'il n'était pas trop tard pour renoncer. Ceux qui, en serrant les dents, supporteraient même une blessure par flèche et tiendraient jusqu'au bout mériteraient de passer. Roman observait attentivement. Chris fronça les sourcils et déclara que tous les lâches devaient quitter immédiatement les lieux. La veille, Roman avait réuni quelques soldats pour leur réexpliquer leur rôle. Il leur dit qu'ils seraient touchés par des flèches lors de la première épreuve. L'archer à ses côtés était célèbre dans toute la région, et ses tirs ne causeraient pas de blessures mortelles. Il avait promis de ne pas se tromper. Chris ouvrit un coffre rempli de pièces d'or, récompensant ces 4 hommes pour leur courage. Peu après leurs échanges, Chris, inquiet, demanda pourquoi de telles mesures étaient nécessaires. Roman, assis lisant des documents, répondit qu'il ne pouvait pas simplement trouver les hommes qu'il cherchait en les menaçant ou par de simples paroles. Pour révéler la vérité, il fallait les confronter aux dangers réels. Même si une flèche sur 100 ratait sa cible, la peur suffirait à écarter les faibles. Le blond demanda alors quelles étaient les conditions pour devenir un homme de Roman.
Celui-ci répondit qu'il cherchait des hommes dotés d'une volonté inébranlable, ceux qui possédaient le cœur d'une bête sauvage. Chris, surpris, insista, et Roman expliqua que seuls ces hommes, même s'ils partaient de zéro, deviendraient plus forts, capables de le suivre jusqu'au sommet. Le lendemain, certains s'exclamèrent que cet examen était dément. La foule quitta le château, discutant de leurs abandons. Chris observa la foule quitter le test, environ 100 personnes avaient déjà renoncé. Roman, pensif, réfléchit. Le cœur d'une bête sauvage était un talent inné, comme celui de Kevin, capable d'exécuter sans hésiter un ordre aussi extrême que de se couper la main, ou comme Chris, qui après une défaite humiliante, avait demandé au vainqueur comment devenir plus fort. Ceux qui ne possédaient pas cette volonté ne gagneraient jamais face à ceux qui en étaient dotés. Cet examen était fait pour les identifier. Les nuages flottaient au-dessus du château de Mitry. Lucas, dans la foule, reconnut Henderson, qu'il avait croisé la veille à l'auberge. Henderson tremblait sur la plateforme, mais ne reculait pas. Les larmes aux yeux, il pensait que c'était sa chance de jurer fidélité à Roman. L'archer banda son arc. La première flèche atteignit près de la tête du candidat, qui, en larmes, restait figé. La deuxième frôla son épaule. Pris de panique, il hésita à abandonner. Mais la troisième flèche se planta entre ses cuisses, et il s'effondra, épuisé. Chris annonça qu'il avait réussi. Lucas esquissa un sourire en pensant que ce jeune homme avait failli abandonner, mais il avait finalement passé la première épreuve. Au total, après cette épreuve éliminatoire, il restait 400 candidats, dont seulement 120 avaient réussi. Roman, les bras croisés, observait les survivants. Cette première épreuve avait permis de repérer ceux qui avaient du potentiel. Certains tremblaient encore, d'autres affichaient un visage impassible. Pour lui, la différence importait peu. Ce qui comptait, c'était le courage capable d'étouffer la peur. Chacun avait son histoire, ses raisons. Mais parmi eux, il fallait trouver ce diamant brut qui ne tremblerait pas face au danger, mais au contraire ressentirait de l'admiration. Calme et déterminé, Roman annonça qu'ils avaient réussi la première épreuve. Cependant, seuls 30 d'entre eux seraient retenus. La sélection continuerait avec la deuxième phase de l'examen. Dans la foule, un homme aux longs cheveux rouges sourit. Roman poursuivit son discours. S'ils réussissaient cet examen et devenaient ces hommes, ils pourraient vivre leur vie comme des prédateurs. Lucas fut choqué par ces mots et regarda Roman avec étonnement. Après ces mots, Roman commença à descendre les marches, annonçant que la deuxième épreuve allait commencer. La méthode était simple. Des épées en bois de formes diverses étaient préparées. Le type et la quantité n'avaient aucune importance. Roman saisit la poignée d'une épée et ordonna aux participants de choisir celle qui leur plaisait, puis de prouver leur valeur lors d'un duel contre lui. Les volontaires murmurèrent, surpris. Allait-il vraiment affronter les 120 participants seuls? Roman les regarda froidement et précisa qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il gagne. Ceux qui parviendront à tenir face à lui pendant au moins une minute réussiraient cette étape et obtiendraient un poste supérieur à celui initialement promis. Un homme chauve, marqué d'une cicatrice sur l'œil, se détacha de la foule. Il fut le premier à vouloir tenter sa chance. Les deux adversaires se placèrent face à face, tandis que les autres participants formaient un cercle autour d'eux. Roman demanda son nom. Volcan, répondit le chauve. Roman observa l'arme que son adversaire avait choisie et lui demanda si cette épée lui convenait. Volcan acquiesça sans hésiter. En son fort intérieur, il pensa que l'ego de Roman avait atteint des sommets. Peut-être que les rumeurs affirmant qu'il avait détruit seul la bande des Crocs de sang étaient vraies. Mais malgré cela, Volcan était persuadé qu'il tiendrait tête à Roman pendant plus d'une minute. Chris retourna le sablier. C'est parti, lança-t-il. Volcan bondit en direction de Roman, qui resta immobile. L'homme balança son épée dans les airs, manquant sa cible. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il comprit que Roman avait esquivé d'un mouvement rapide et léger. Volcan trébucha sur la jambe de Roman et chuta. Avant même qu'il ne puisse se relever, l'épée de Roman était posée contre sa gorge. Suivant, déclara froidement Roman. Lucas, témoin de la scène, resta bouche bée. Il n'arrivait pas à comprendre comment Roman pouvait se mouvoir avec autant d'aisance et de vitesse. Le premier test n'était rien comparé à cette épreuve. L'aura que dégageait Roman était écrasante. Lorsque Volcan fut vaincu, une pensée traversa l'esprit de tous les spectateurs. Roman est incroyablement fort. Pourtant, certains se disaient que plus les combats dureraient, plus Roman finirait par s'épuiser, rendant la tâche plus facile pour les suivants. Une heure passa. La 60e défaite fut enregistrée. Le combattant tomba au sol, et Roman, toujours sans montrer le moindre signe de fatigue, pointa son épée vers lui et annonça « Suivant ». À ce moment-là, les paroles qu'il avait prononcées au début prenaient tout leur sens.
Roman était un prédateur qui décidait lui-même de la façon dont il vivrait dans ce monde gouverné par la loi du plus fort. Tout le monde comprenait maintenant qu'il ne s'agissait plus simplement de réussir un test, mais de saisir une chance unique, peut-être la seule de leur vie, de devenir un des hommes de Roman. Mais comment tenir tête à un tel monstre? Les volontaires hésitaient, se poussant mutuellement à avancer. Chris déclara alors, « Si le prochain participant ne se présente pas, tous ici seront disqualifiés. » Le mercenaire Lucas s'avança résolument. Il choisit une épée et monta sur la plateforme. Le regard fixé sur Roman, et s'apprêta à combattre. Le 61e participant est Lucas, s'annonça-t-il lui-même. Lucas savait qu'il avait face à lui un véritable monstre. La puissance de Roman était écrasante, rien que son aura suffisait à le déstabiliser. Pourtant, Lucas décida de se battre. Chris retourna le sablier. Le combat commença. Lucas lança l'attaque le premier. Il savait qu'il devait passer cette épreuve coûte que coûte. Chris observa attentivement. La stratégie de Lucas était claire. Frapper la tête avec son épée et viser le cœur avec sa dague. Le mercenaire attaqua. Roman para habilement. Lucas plissa les yeux, analysant chaque mouvement. Le maître esquiva, recula d'un pas, puis riposta. Lucas lança sa dague et attaqua avec son épée dans le même élan. Le héros leva son arme et para une fois de plus. Lucas recula, frustré. Il comprit que s'il continuait à forcer, il finirait par laisser une ouverture, mais face à Roman, c'était comme frapper un mur de pierre. Il ne pouvait pas s'arrêter. Un seul instant d'hésitation, et il serait éliminé. Il fallait continuer d'attaquer pour tenir une minute. Lucas repartit à l'assaut. Roman esquissa un sourire. Pas le meilleur choix sur un champ de bataille, pensa-t-il, mais une bonne stratégie pour un duel. Roman remarqua que Lucas avait des instincts affûtés. Il n'était donc pas question de le ménager. Après d'efforts intenses, Roman décida de mettre fin à l'épreuve. Les épées se croisèrent d'une dernière fois. Le but de ce test était clair, graver dans l'esprit des participants la majesté de celui qu'ils allaient suivre. Roman esquiva la dernière attaque et porta un coup décisif. Lucas vit l'attaque arriver, mais ne put l'éviter. L'épée le frappa de plein fouet. Il s'effondra. Pour un mercenaire de rang B, c'était la limite ultime, un rang accessible uniquement à ceux qui donnent tout sur le champ de bataille. Mais sans la maîtrise du mana, le rang supérieur leur reste inaccessible. Lucas avait atteint ses limites. Peu importe ses efforts, il ne pouvait dépasser le rang B. Pourtant, il avait survécu à de nombreuses batailles meurtrières. Et au fil du temps, il avait compris une chose. Pour survivre et gagner, il fallait utiliser tous les moyens possibles, sans distinction, sans retenue. Le mercenaire lança un sac de sable au visage de son adversaire. Chris observa la scène, surpris. Il suffisait de tenir une minute, et aucune règle supplémentaire n'avait été donnée. Lucas tomba au sol, attrapa rapidement son poignard et se releva aussitôt. Le jeune homme fonça sur le maître, mais ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il fixa Roman. Ses yeux, irrités par le sable, fixaient directement le mercenaire. Lucas sourit nerveusement et abandonna. Il laissa tomber son arme, baissa la tête et se rendit. Dans la secte du démon céleste, avant même de commencer à apprendre les arts martiaux, le tout premier entraînement consistait à apprendre à garder les yeux ouverts. Cligner des yeux pendant un échange de coups pouvait signer son arrêt de mort. Tout comme la respiration est essentielle dans la circulation de l'énergie interne, en combat, chaque calcul doit être précis, jusqu'au battement de cils. Ils étaient formés à garder les yeux ouverts, quelles que soient les circonstances. Absolument toutes. On tendit à Roman une flasque d'eau. Il se rinça les yeux. Derrière lui, le mercenaire mordit sa lèvre, regrettant d'avoir utilisé du sable en voyant les conséquences. Il serra les poings, considérant ce résultat comme misérable. Roman le regarda. Lucas pensa que le maître devait être déçu de lui, qu'il n'avait jamais dû espérer grand-chose dès le départ. Peut-être allait-il se venger ou le punir. Mais Roman se détourna simplement et appela le suivant. Lucas resta stupéfait. Tous furent médusés. Le jeune maître ne se mit pas en colère et ne posa même pas de questions sur ce geste interdit. Roman fronça les sourcils. Il avait anticipé le plan de Lucas depuis le début. Lorsqu'il avait esquivé, il avait vu sa main saisir la bourse de sable, mais il voulait tester jusqu'où le mercenaire pouvait aller. Lucas était un combattant expérimenté, forgé par les épreuves, ayant vu beaucoup de sang. Mais le sang versé sous les yeux de Roman, dans sa vie passée en tant que Baek Jung-yuk, suffirait à remplir un océan. Il demanda s'il restait quelqu'un d'autre. Le sablier fut retourné, et les combats continuèrent. Chris fronça les sourcils. Un précédent avait été créé avec Lucas, et désormais, les participants utilisaient tous les moyens possibles pour tenir une minute.
Roman donna un coup de pied au visage d'un des candidats. Lucas observa la scène, comprenant qu'utiliser des méthodes déloyales n'était pas interdit, mais qu'une fois la ligne franchie, il ne fallait espérer aucune clémence. Le candidat hurla en se tenant le visage. Le maître appela le suivant. Lucas pensa que s'il n'avait pas abandonné au milieu du combat, il aurait subi le même sort. 2 heures s'étaient écoulées depuis le début de l'examen. C'était déjà le 100e duel, et Roman ne montrait toujours aucun signe de fatigue. Sur un champ de bataille où la mort est omniprésente, il n'existe aucun répit, même lorsqu'on est à bout de souffle. Si l'on perd le contrôle de sa respiration, les mouvements ralentissent et l'on finit inévitablement parmi les cadavres. Il fallait apprendre à combattre en maîtrisant chaque souffle. Roman inspira, expira, et fit circuler la mana naturelle dans son corps. Ce processus nettoyait la fatigue et renforçait son corps, jusqu'à solidifier ses os. Il gardait son état physique optimal. Durant la conquête de Murim, il avait combattu sans interruption pendant 4 jours. Ce duel, pour lui, n'était rien. Quelques heures après, Chris, le visage grave, cria que personne n'avait réussi la 2e épreuve. Les participants frémirent. Mais il précisa que cela ne voulait pas dire que personne ne passerait. Parmi les 120 participants, 30 noms seraient sélectionnés et annoncés plus tard. Tous pouvaient partir. Le soir venu, la lumière du jour éclairait encore l'herbe. Roman tendit à Chris une liste avec les 30 noms des sélectionnés et lui confia leur entraînement. Chris hocha la tête en prenant la liste. Il la consulta avec surprise, Volcan y figurait. Roman avait apprécié son courage d'être le premier. Henderson était également sur la liste, malgré sa banalité apparente. Le chevalier fronça les sourcils. En consultant la liste, il remarqua que Lucas avait également été choisi. Il demanda à Roman si Lucas avait vraiment réussi. Le jeune maître répondit que Lucas possédait des qualités précieuses, même s'il avait eu recours à une ruse et abandonné trop tôt. Chris protesta, affirmant qu'un tel homme serait un poison sur le champ de bataille, capable d'abandonner honneur des camarades pour survivre. Roman sourit. C'est justement pour cette raison qu'il l'avait choisi. Chris resta interdit. Roman expliqua que Lucas, bien qu'un lâche et peut-être sans honneur, avait su utiliser la ruse dans une situation où personne d'autre n'y avait pensé. Sur le champ de bataille, ce genre d'homme trouve toujours une issue pour lui-même et pour les autres. Roman posa une question en retour. Le fait d'attaquer de manière lâche signifie-t-il qu'il abandonnera ses camarades? Chris resta stupéfait, repensant aux paroles de son ancien capitaine Jonathan. Ceux qui survivent sur le champ de bataille ne sont pas les chevaliers capables d'utiliser l'aura, mais ceux qui évaluent froidement la situation et prennent des décisions au bord de la mort. Ceux qui frappent dans l'ombre, au bon moment, peuvent abattre même le plus puissant des chevaliers. Chris fronça les sourcils, comprenant finalement la logique du maître. Mais il s'interrogea sur la suite. Il restait encore 5 mois avant de partir au front, et les aristocrates n'étaient généralement pas envoyés en première ligne. Pourquoi recruter si tôt? Le visage de Roman se fit grave. Il expliqua que quelqu'un, à cet instant même, devait annoncer une déclaration officielle de la part de la famille Barco. Ils avaient attendu la décision des Lawrence, mais ces derniers avaient manqué à leur promesse, souillé l'honneur de la noblesse et bafoué la confiance des Barco. Aujourd'hui, la famille Barco déclarait publiquement, si les Lawrence ne remboursaient pas leurs dettes ou ne restituaient pas les terres données en garantie dans la semaine à venir, alors, avec l'accord du gouvernement central, la famille Barco déclarait officiellement la guerre féodale aux Lawrence. Chris regarda le maître avec inquiétude. Mais ce dernier sourit et répondit que, désormais, ils allaient se préparer à intervenir dans la guerre entre Barco et Lawrence. Pendant ce temps, Flora se réveilla brusquement d'un cauchemar. Les paroles de son père et du jeune maître Démitri la hantaient. Assise dans son lit, haletante, elle se prit la tête entre les mains, murmurant « Que ai-je fait ?» Dans le domaine des Lawrence, les servantes jetaient des coups d'œil inquiets vers la porte de la chambre de leur maîtresse. Depuis sa visite au domaine de Démitri, elle n'était plus sortie. Elle murmurait à propos de la guerre imminente avec Barco. Flora, assise au bord de son lit, regarda par la fenêtre. Elle se savait brillante, diplômée avec les honneurs du cursus avancé de l'académie et, chaque fois qu'elle croisait le sourire fier de son père, elle se considérait comme une bonne fille. Pourtant, face à la situation actuelle, sans le soutien de sa famille, elle se sentait comme une plante fragile de serre, inutile et impuissante. Elle pensa alors à Roman, celui que tout le monde appelait l'idiot des Démitri. Mais dans cette histoire, elle se sentait être la véritable idiote. Elle mordit à sa lèvre, incapable d'affronter le regard de son père. Que ferait Roman à sa place? Lui qui, sans qu'on attende quoi que ce soit de lui, sans aucun espoir placé en lui, avait, à lui seul, anéanti la bande des Crocs-Sanglants pour protéger l'honneur de sa famille. Flora ne comprenait pas comment il avait pu accomplir un tel exploit.
D'où lui venait cette force? Cela ne pouvait être que de la pure détermination. Le majordome frappa à la porte, annonçant qu'on lui apportait de la nourriture. Aucune réponse. Les domestiques échangèrent un regard perplexe. Finalement, la jeune femme sortit dans le couloir. Le majordome la regarda, surpris. Elle releva ses cheveux d'un geste, fixa froidement ses domestiques et annonça qu'elle se rendait à la bibliothèque. Son père s'efforçait de gagner le soutien d'autres familles, mais dans la situation actuelle, il semblait n'y avoir aucune issue. Flora ouvrit un livre, décidée à trouver elle-même une solution. Pendant ce temps, ailleurs dans le domaine des Laurence, un serviteur annonça au père de Flora que la famille Martel avait rejeté leur proposition. Le maître ordonna de contacter la famille Vastra. Mais eux aussi avaient déjà refusé, préférant soutenir la construction des canaux de circulation qu'ils réclamaient depuis longtemps, sans vouloir s'impliquer dans ce conflit. Le seigneur se leva brusquement, furieux. Son conseiller, inquiet, lui rappela que sous la pression de Barco, il serait difficile d'obtenir une aide extérieure. Le maître frappa la table du poing, en colère. Le conseiller murmura qu'il circulait des rumeurs selon lesquelles toute tentative d'interférence dans ce conflit du Nord-Est entraînerait inévitablement la vengeance de Barco. Entre-temps, sur la place publique, le héros lisait à haute voix la déclaration de guerre. Flora, toujours à la bibliothèque, ferma son livre et s'assit, abattue. Elle cacha son visage dans ses mains. Il ne restait plus qu'une semaine avant la guerre. Au bureau de Laurence, celui-ci frappa à nouveau la table, furieux de voir ceux qui, auparavant, multipliaient les courbettes, désormais se détournaient d'eux. Laurence demanda s'il y avait une réponse de la Banque Dorée. Le serviteur annonça qu'ils envisageraient d'accepter les terres en garantie, mais qu'il leur faudrait sans doute plus d'une semaine. Étant donné leurs investissements massifs chez les Barco, ils jugeaient plus rentable de soutenir cette dernière. Laurence se prit la tête entre les mains. Tout ce qu'ils avaient bâti dans la sueur et le sang allait-il vraiment disparaître ainsi? Un conseiller suggéra alors qu'il serait préférable de se rendre. Puis baissant les yeux, il expliqua qu'à cause de Barco, ils étaient privés de toute aide extérieure, et que l'écart de force était flagrant. Se soumettre, selon lui, permettrait au moins d'épargner des vies innocentes et de préserver une partie des terres familiales. Un silence pesant s'installa. À ce moment-là, le majordome annonça que mademoiselle Flora souhaitait parler à son père. Celui-ci répondit qu'il était occupé, mais la jeune femme entra tout de même dans le bureau. Son père la regarda, intrigué. D'un air grave, elle lui déclara qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. De son côté, Roman était assis face à son père et lui annonça calmement qu'il envisageait de s'impliquer à titre personnel dans le conflit entre les Laurence et les Barco. Le patriarche lui demanda s'il comprenait ce que cela impliquait. Roman répondit par l'affirmative. Le patriarche posa brusquement sa tasse et rappela que cette guerre entre Barco et Laurence avait été officiellement approuvée par le gouvernement central. Avec un regard mécontent, il rappela également que, depuis l'annulation des fiançailles entre Roman et la fille aînée de Laurence, leur réputation était entachée. Si la famille Démitrie intervenait, ils risquaient de perdre leurs alliances dans toute la région nord-est, et, dans le pire des cas, le gouvernement central pourrait envoyer des troupes pour les écraser. Roman coupa son père dans son discours. Il lui demanda ce qu'il voulait pour sa future vie. Le patriarche, agacé, ne comprenait pas où son fils voulait en venir. Mais Roman répondit sérieusement que sa volonté d'intervenir dans cette guerre n'était pas un simple caprice. Il révéla qu'Anthony Barco l'avait récemment menacé, craignant que son mariage avec la fille Laurence ne compromette leurs plans. Il n'avait certes aucune preuve, mais il était convaincu que, malgré la puissance et l'autorité des Démitrie, la famille Barco les voyait déjà comme soumis et faibles. Son père tressaillit en entendant ces propos. Roman continua, affirmant qu'il ne comptait pas rester les bras croisés pendant que Barco ou qui que ce soit d'autre salissait le nom de sa famille. Il déclara qu'il veut être puissant, et pour ceux qui détiennent le pouvoir, un prétexte n'est qu'un détail, et que lui aussi avait ses raisons d'agir. Roman conclut en disant que, bien qu'il ait l'impression de traverser un océan, il restait fidèle à lui-même. Sa vie, désormais, devait être guidée par la recherche de la puissance. Roman regarda son père et lui dit qu'il ne demandait pas à emprunter la puissance militaire de la famille. Son intervention sera uniquement en son propre nom, Roman Démitrie, et son père pouvait simplement observer les mesures qu'il prendrait et la manière dont il vivrait sa future vie. Peu importe à quel point on grimpe, on ne peut pas changer ses origines. À ce moment, des souvenirs traversaient l'esprit du patriarche. Romero contemplait pensivement par la fenêtre et déclarant que, quelles que soient les prouesses accomplies, la richesse accumulée ou même la possession de terre, on reste un roturier. Liana, assise sur le canapé, regarda son mari avec un sourire et lui rappela qu'à la capitale, il collaborait avec d'autres aristocrates. L'homme s'assit à côté d'elle, esquissant un sourire,
et affirma que l'on pouvait voir dans leurs yeux qu'ils le considéraient comme un aristocrate qui n'était pas leur égal. La femme sourit et lui demanda s'il voulait changer cela. Romero rétorqua qu'il était satisfait de sa vie actuelle et ne cherchait pas à en obtenir davantage, mais espérait que ses fils seraient différents, visant plus haut que lui qui se contentait de modestes possessions en périphérie. De retour au présent, Roman fixa attentivement son père, et l'homme frissonna sous le regard de son fils, comprenant qu'il ne pouvait l'arrêter. Le chef observa pensivement sa main, rêvant que ce moment viendrait un jour. À un moment donné, son doigt endolori avait tellement grandi. Romero déclara alors que Roman pouvait faire comme bon lui semblait et qu'il n'avait qu'à lui demander de l'aide si besoin. Roman resta silencieux, tandis que le patriarche serra le poing et proclama qu'il était son fils, et que lui, Romero Demitri, était son père. Quoi qu'il arrive, Roman n'aurait jamais apporté seul la responsabilité. Roman sourit en entendant la déclaration de son père. Peu après cette entrevue, ailleurs dans le domaine des Demitri, les échos du bruit des enclumes frappées rythmaient l'air ambiant. Roman s'arrêta et leva les yeux observant l'entrée marquée des symboles du marteau et de l'enclume représentant le secteur des forgerons de Demitri. Les rumeurs affirmant que la forge de Demitri était la plus grande du royaume n'étaient pas exagérées. Un atelier où plusieurs forgerons pouvaient travailler en même temps, et pas moins de 30 ateliers de ce type alignés dans la rue. Roman continua d'observer, se demandant comment Demitri avait pu accumuler une telle richesse, mais ce site dissipait tous les doutes. La mine de fer, située en périphérie des domaines, était considérée comme la plus importante du royaume en termes de dépôt. Les forgerons de Demitri possédaient un grand savoir-faire, leur permettant de vendre le fer qu'ils extrayaient eux-mêmes à un prix élevé. Pour cette raison, l'aristocratie de la région nord-est du royaume n'avait aucune intention de nuire aux relations avec Demitri. Ce n'était pas seulement la peur de son influence, mais le fait que l'arrêt de la production d'armes en fer forgé à partir du minerai de Demitri porterait un coup fatal au royaume du Caïro. Roman plissa les yeux, remarquant un homme qui pouvait presque être considéré comme le symbole de la lignée des Demitri, le maître forgeron. Repensant à la conversation de la veille, Roman déclarait qu'il comptait tout régler lui-même, mais qu'il avait besoin de l'aide de son père pour quelque chose. L'homme croisa les bras et Roman précisa qu'il avait besoin d'armes de combat pour ses soldats. Le père prit une tasse et lui conseilla de s'adresser au maître Hendrik, responsable de toute la production de fer. Il ajouta que si Roman mentionnait que c'était sa demande, le maître fournirait tout ce qui était nécessaire. Roman remercia son père, qui le mit en garde contre la confiance inébranlable des forgerons de Demitri. Ils n'accorderaient leur fidélité à personne, même à celui né dans le château des Demitri, sans qu'il prouve sa compréhension et sa maîtrise du fer. En avançant, Roman réfléchit que cette attitude n'était guère surprenante, étant donné son comportement passé. En arrivant, il aperçut un homme barbu, portant un bandana, qui le fixa avec curiosité et demanda ce qu'il amenait. Roman supposa qu'il s'agissait de Hendrik et précisa que son père lui avait déjà expliqué la raison de sa visite. Le maître fronça les sourcils et lui annonça que l'équipement pour 30 personnes était prêt, lui suggérant de le prendre et de partir. Roman observa l'armure avec un regard froid et demanda si c'était vraiment tout ce que le maître pouvait offrir. Hendrik, irrité, lui répondit que si cela ne lui convenait pas, il n'avait qu'à partir. Saisissant la poignée de son épée, Roman critiqua la qualité du métal, affirmant que les produits de Demitri n'étaient pas à la hauteur de leur réputation. Le maître fronça les sourcils, jurant que les armes de fer de Demitri étaient de la meilleure qualité du royaume. Il accusa Roman de n'avoir jamais versé une goutte de sueur devant une forge ardente et ajouta que, si ce n'était pas la demande de son père, il n'aurait rien donné. Hendrik rappela que Rodwell, le frère cadet de Roman, avait suivi ses ordres des années durant, alors que l'aîné ne faisait que gaspiller sa vie. Roman, gardant son calme, répondit qu'il comprenait la colère du forgeron, mais qu'il ne pouvait pas tolérer que ce fer, mal forgé et mal équilibré, soit considéré comme un produit digne du nom de Demitri. Le maître ne pouvait nier cela. Aussi, il décida de critiquer Roman avec son aide. Le forgeron regarda le jeune homme avec surprise, tandis que Roman brandissait son épée et se tournait vers lui. Roman déclara que l'un de ses soldats venait de mourir parce qu'il n'avait pas pu trancher l'ennemi avec cette épée de pacotille. La lame, dont la surface était inégale, n'avait pas réussi à couper la chair correctement. Le soldat, incapable de retirer son épée coincée dans les muscles, avait perdu la tête. Le visage du jeune homme affichait une expression confuse lorsqu'il demanda si cette issue n'était pas profondément injuste. Le forgeron resta bouche bée. Roman poursuivit en expliquant que le soldat avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour survivre, mais à cause de l'épée de mauvaise qualité que le maître lui avait donnée, il n'avait eu d'autre choix que de mourir. Roman ramassa alors une cotte de maille posée au sol. L'homme sursauta et demanda ce que Roman essayait de prouver. Roman lui demanda pourquoi il pensait qu'il portait une armure. En soulevant la cotte de maille,
Il expliqua qu'une armure devait protéger le corps contre au moins une attaque ennemie, en dépit de son poids imposant. Il jeta l'armure par terre, ajoutant qu'un soldat qui portait une telle cotte de mailles serait trahi par son équipement et tué. Un guerrier peut croire que des pièces de fer étroitement tissées protégeront son corps, mais un produit expérimental d'un forgeron sans nom ne saurait arrêter une attaque. Le maître fronça les sourcils et demanda ce que le jeune homme essayait de lui dire. Roman, quant à lui, comprenait la colère du forgeron. Après tout, l'aîné n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la forge et n'était venu que lorsqu'il avait besoin d'aide, osant évaluer les produits sans compétence. Pourtant, le forgeron avait dépassé les limites. Roman planta son épée dans la cotte de mailles et afficha un air grave. Il affirma que s'il n'avait pas reconnu lui-même la médiocrité des produits laissés à l'abandon, des soldats fidèles auraient pu confier leur vie à ces objets de piètre qualité, sans en être conscients. Pour Roman, il ne s'agissait pas de venger de petites rançayures personnelles. La vie de 30 personnes était en jeu, et ignorer la vérité aurait été une trahison. Il serra son épée et demanda au maître forgeron s'il pouvait vraiment se qualifier de forgeron représentant la lignée des Démitri. S'approchant du maître forgeron, Roman déclara que des innocents avaient failli mourir à cause de son mépris personnel. Le maître forgeron, choqué, tenta de se justifier. Mais le jeune homme lui rétorqua que ses intentions n'avaient pas d'importance. Les armes et les armures devaient servir à protéger les soldats. Roman expliqua que, sur l'ordre de son père, Romero Démitri, il avait demandé de l'équipement et s'était vu offrir ses déchets. Le jeune homme lança un regard sévère au maître et lui demanda si cet acte pouvait être interprété comme une désobéissance envers son père. Les deux hommes se faisaient face, et Roman fit remarquer que le maître n'avait tout simplement pas voulu lui donner de l'équipement de qualité, ce qui était en soi un acte de rébellion. Roman expliqua qu'il ne s'agissait pas d'une simple demande personnelle, c'était l'ordre du baron lui-même. Lorsque la ligne entre maître et serviteur est franchie, la hiérarchie et l'ordre s'effondrent. Même les serviteurs loyaux ou les amis proches doivent être punis s'ils dépassent cette limite. Roman fixa froidement le maître forgeron et répéta sa question. Cet acte pouvait-il être considéré comme une désobéissance envers son père? Le maître forgeron baissa la tête et admit que cela ne pouvait pas arriver. Les autres forgerons, qui avaient observé la scène avec mécontentement, firent un pas en avant. Ils reprochèrent à Roman de s'en prendre à Hendrik, certains croyant qu'il cherchait à agresser le maître. Les hommes s'approchèrent pour l'attraper, mais Hendrik les arrêta d'un cri. Un forgeron voulut protester, mais Hendrik l'interrompit, ferma les yeux et s'excusa auprès de Roman. Les souvenirs de sa jeunesse lui revinrent alors en mémoire. Il se rappela avoir été chassé de la forge pour une faute et puni. Un jeune homme s'était présenté avec une pièce d'argent, souhaitant acheter une épée avec toutes ses économies, promettant de rembourser 10 fois plus tard. Mais le maître de Hendrik, irrité, l'avait chassé. Alors que le jeune homme quittait les lieux, Hendrik avait rattrapé le garçon et lui avait donné une épée, expliquant qu'il allait de toute façon la jeter. Plus tard, il apprit que ce jeune homme était mort en défendant une guilde marchande, son épée s'étant brisée pendant le combat contre un bandit. Hendrik se mit à pleurer, se sentant responsable de la mort du garçon, et se jura de ne plus jamais fabriquer d'armes médiocres. Hendrik comprit alors que, par pur ressentiment envers Roman, il avait failli répéter cette erreur tragique. Il se ressaisit et déclara qu'il était prêt à assumer ses actes. Les autres forgerons furent surpris par sa déclaration. Roman jeta l'épée au sol et déclara qu'il n'exigerait rien d'autre si le maître forgeron se repentait sincèrement de ce qu'il avait fait. Il expliqua que son objectif était de laisser leurs erreurs derrière eux et de produire des armes et des armures qui protégeraient ses soldats. Le maître forgeron, impressionné par ce changement, comprit que Roman n'était plus le même. Hendrik prit une profonde inspiration et avec détermination, s'excusa à nouveau pour son comportement. Le forgeron promit que cela ne se reproduirait plus. Roman esquissa un sourire en guise d'excuse. Immédiatement après, le maître forgeron se mit à préparer des armures et des épées avec le meilleur fer, ce dont Démitri était fier. Il ordonna à tout le monde de retourner à leur poste et de se remettre au travail. Le charbon brûlait dans la forge, tandis que les forgerons travaillaient activement. Roman demanda s'il avait vraiment volé l'épée du maître Hendrik. L'un des forgerons répondit que Roman ne se souvenait probablement de rien à cause de l'alcool. Cela s'était passé 3 ans auparavant. Le baron avait privé Roman de son argent de poche. Pour se venger, il s'était faufilé en secret dans la forge et avait volé l'épée du maître Hendrik, la vendant ensuite à un marchand ambulant pour une misère. Cette épée était la plus grande création du maître. Il lui avait fallu 6 mois pour en dessiner les plans, puis 3 mois supplémentaires dans la forge pour la finaliser. L'homme expliqua que Roman n'avait pas idée de ce que cela représentait de voir sa meilleure création vendue pour presque rien. Le garçon fronça les sourcils en réalisant que son ancien lui avait franchi la ligne rouge. Alors que Roman sautait de l'atelier,
Hendrik s'approcha et lui rappela qu'il ne lui avait pas totalement pardonné cette offense. À cause de cette offense, il accepterait de satisfaire sa demande, mais il ne pouvait toujours pas accepter que le fils aîné de Dimitri néglige le travail de la forge. Selon Hendrik, si un jour Roman produisait une épée même de qualité médiocre, alors il pourrait peut-être reconsidérer sa position. Roman sourit et annonça qu'il reviendrait une fois l'équipement terminé. Roman se rendit à l'atelier que Hans lui avait présenté, une enclume trônait. Roman sourit et murmura que cela faisait longtemps. C'était là que son entraînement isolé avait eu lieu, conformément aux ordres. Tout était en parfait état, prêt pour commencer. Le feu brûlait dans la forge. Dans sa vie passée, à 18 ans, après avoir passé du temps à Murim, Roman s'était déterminé à forger lui-même une épée. À cette époque, le successeur de la secte démoniaque n'avait pas encore été désigné, et une guerre sanglante avait éclaté entre ses frères. Cette nuit-là, il ne put fermer l'œil, accablé par des tentatives d'assassinat incessantes. Soudain, son 11e frère aîné, Baek Changien, l'attaqua, cherchant à lui ôter la vie. Bien que la différence de compétences de combat ne soit pas grande, l'épée qu'il chérissait en se brisa sous l'attaque. Dans un ultime effort, Roman fracassa le visage de son frère avec l'épée brisée, se libérant de la peur de la mort imminente. Il comprit alors qu'il lui fallait une épée capable de résister au combat et de refléter pleinement ses capacités. À partir de ce jour, contrairement à ses autres frères, il chercha des forgerons et apprit l'art de la forge. À la veille de chaque bataille décisive, il fabriquait une nouvelle épée adaptée à sa force actuelle. Ainsi, il combattit des centaines, voire des milliers de fois, changeant d'épée chaque année. Sa 39e création avait été baptisée l'épée du démon céleste, un trésor inestimable. Et à ce moment actuel, Roman savait qu'il était temps de forger une nouvelle épée pour dans cette nouvelle vie. Des étincelles jaillirent sous le choc du marteau sur l'enclume. Roman frappa le métal brûlant avec une force maîtrisée, suivant un rythme précis. Concentré, il laissa son esprit se fondre dans l'objectif qu'il s'était fixé. Les rayons de chaleur se reflétaient dans ses yeux alors qu'il repensait à sa vie passée, se rappelant les moments où il était assis au bord d'une falaise, déterminé à survivre dans un monde où seuls les plus forts prospéraient. Roman visualisa un dragon et des adversaires dignes de lui, réalisant que dans ce monde inconnu, des ennemis puissants l'attendaient. Roman souffla du feu, utilisant la technique de la respiration divine des flammes, entouré d'un talot ardent. Cette technique, héritée des adeptes de la secte démoniaque, permettait de concentrer la mana en peu de temps, bien que son utilisation excessive puisse endommager les poumons et les organes internes. Les yeux de Roman brûlaient d'une détermination nouvelle. Il savait que pour affronter son destin, il lui fallait une force capable de défier les caprices du sort. Pendant ce temps, au domaine des Lawrence, le charme du ciel paisible contrastait fortement à tension qui régnait dans le château. Dans le château, une voix s'éleva. Flora, les mains jointes devant elle, déclara qu'ils étaient dans une impasse. Face à ses interlocuteurs, elle affirma qu'il n'y avait aucune aide extérieure en vue et que la différence de puissance était flagrante. Certains murmuraient qu'une reddition préserverait les terres familiales. Flora calmement suggéra qu'il ne devrait pas abandonner. Son père, irrité frappa la table, rétorqua qu'il serait plus sage de se rendre pour éviter de sacrifier inutilement des vies. Cependant, Flora, déterminée, expliqua que Barco, profitant de ses connexions avec le gouvernement central, avait emprunté de l'argent à la banque d'or sans garantie, avec des taux d'intérêt élevés. Elle expliqua que Barco, après avoir envahi Lawrence, diviserait les terres pour satisfaire la banque, ce qui signifiait une perte inéluctable pour leur famille. Face à la proposition de son père de chercher un compromis, Flora déclara avec fermeté qu'il n'existait qu'une seule solution, combattre jusqu'au bout, sans jamais capituler. L'homme abattit son poing sur la table, répétant qu'elle parlait dans le vide. Il baissa les yeux, pensif, réalisant que la situation échappait à son contrôle. À un moment, il posa son regard sur sa fille, empli d'espoir en observant l'assurance de Flora. La jeune fille, vêtue d'une robe simple, se tenait face à lui, son esprit vif semblant déceler des solutions que lui-même n'osait imaginer. Le vicomte ferma les yeux, admettant intérieurement qu'il demeurait dans la banalité, incapable de sortir des sentiers battus. Il visualisa les portes de la forteresse et entendit la question intérieure qui le hantait. La meilleure solution qu'il pouvait offrir était-elle vraiment de verrouiller les portes? Flora, le regard sérieux, déclara avec calme qu'il fallait simplement faire preuve de patience. Elle imagina un espace embrasé et suggéra d'abandonner les récoltes de l'année pour offrir les champs aux flammes. Elle poursuivit en expliquant que, si l'on constituait des réserves de provisions maximales, conserves et sacs entreposés, il pourrait tenir bon. Les montagnes étaient déjà recouvertes de neige. Flora poursuivit, précisant que l'objectif était de résister jusqu'à l'hiver. Laurence fronça les sourcils, répétant « Tenir jusqu'à l'hiver ?» La jeune fille,
toujours debout devant la table, acquiesça. Elle rappela que la famille Barco avait pu emprunter des sommes considérables grâce à ses liens avec le gouvernement central, mais que c'était tout. Les intérêts du prêt augmentaient d'heure en heure. Flora visualisa le logo de la Banque d'Or, symbolisant un pouvoir tentaculaire couvrant tout le continent. Elle imagina et réfléchit que si la guerre s'éternisait, la famille Barco serait accablée par les intérêts. Les hommes assis autour de la table entendirent que la Banque d'Or n'était pas une puissance que l'on pouvait intimider, même avec des relations étroites avec le gouvernement. Elle évoqua également les mercenaires, motivés par l'argent, cet argent provenant directement de la Banque d'Or. D'un ton déterminé, Flora conclut qu'attaquer en hiver n'était pas une bonne stratégie pour assiéger une forteresse. Ses yeux bleus reflétaient une conviction inébranlable. Son père la regarda avec étonnement tandis que les hommes discutaient entre eux, admettant que cette approche faisait sens. Quelqu'un affirma que ce serait une lutte contre le temps. Laurence, assis en silence, se remémora sa fille jouant avec les oiseaux et repensa au jour où l'incident avec Démitri s'était produit. À ce moment-là, il s'était reproché d'avoir trop gâté sa fille. Mais aujourd'hui, il réalisait combien elle avait grandi et mûri. Soudain, l'homme frappa la table en se levant avec une expression déterminée, déclarant que les paroles de Flora étaient vraies. Dès lors, il commencerait à se préparer pour une résistance désespérée. Les hommes acquiescèrent, promettant de tenir jusqu'au dernier souffle, préservant ainsi l'héritage de la famille Laurence. Même si les murs de la forteresse devaient s'effondrer et que la mort les guettait, ils se battraient jusqu'au bout, prouvant leur valeur. Pendant ce temps, Roman contemplait les lames posées dans l'eau sous un ciel couvert de nuages. Sortant de l'atelier avec une épée en main, il leva l'arme vers la lumière du soleil, se disant que cette première épée serait l'incarnation parfaite de sa puissance actuelle. Décidé, il nomma la lame salamandre. La scène nous transporte vers un messager avançant sur le chemin jusqu'à la porte de la forteresse, son manteau arborant un blason flottait dans le vent. En haut des remparts, les chevaliers le regardaient avec inquiétude. L'homme moustachu déroula un parchemin et lut d'une voix forte qu'en tant que représentant du vicomte Barco, il offrait 3 options. La première, ouvrir les portes et se rendre. La seconde, engager une guerre à grande échelle, sous la supervision d'un juge du gouvernement central ou bien proposer un duel entre de puissants guerriers. Laurence fronça les sourcils en entendant ces propositions et répliqua que la déclaration de guerre de Barco reposait sur des preuves falsifiées concernant la dette de leurs ancêtres. Refusant de sacrifier son peuple, Laurence ordonna au messager de retourner auprès du vicomte avec sa réponse. Quel que soit le choix, il défendrait la forteresse jusqu'à la mort. Le messager ajouta que la 3e option était de renoncer à l'honneur de leur lignée et de se retrancher dans la forteresse pour combattre jusqu'au bout. Le représentant de Barco tourna les talons, précisant qu'il attendrait le châtiment pour le sang versé lors du siège. Les soldats de Barco, 3 fois plus nombreux que ceux de Laurence, lancèrent l'attaque. Les archers sur les remparts décochèrent leurs flèches, frappant les soldats ennemis protégés par des boucliers. Le capitaine de l'armée de Barco, un guerrier brun et imposant, ferma les yeux, convaincu d'obtenir la victoire en moins d'1 heure. Cependant, il fut surpris par les préparatifs minutieux de Laurence. Un fossé d'eau profond empêchait les assaillants de s'approcher, et le sol était criblé de flèches tombées. Le vicomte Barco, les poings serrés de colère, observa la carte de la bataille étalée sur la table, entourée de figurines stratégiques. Il réfléchissait à la situation, perplexe. Comment en était-il arrivé là? Il se souvint de la manière dont Laurence et ses hommes avaient tiré un flot massif de flèches dès le début des affrontements. Cela indiquait qu'ils possédaient d'importantes réserves militaires, ce qui ne collait pas avec les prévisions initiales. Selon ses calculs, ils auraient dû capituler depuis longtemps s'ils avaient seulement voulu protéger leurs terres. Pourtant, la forteresse demeurait fermée, ses portes verrouillées, comme si la mort de toute la famille ne les effrayait pas. Le vicomte se demanda à quel moment la situation avait déraillé. Il lança un regard irrité vers le capitaine, qui lui demanda quelle serait la prochaine étape. D'un ton sec, Barco lui ordonna de préparer l'élément spécial immédiatement. Le capitaine, surpris, ne fit toutefois aucune objection. Le vicomte esquissa un sourire amer en repensant à Laurence, persuadé qu'il ne pourrait jamais résister à la pression. Tout comme il avait déjà vendu son précieux trésor à la famille Démitri, il tremblerait de peur face au danger, comme un lâche. Pendant ce temps, sur les remparts, un ordre résonna, pressant les chevaliers de se tenir prêts. Laurence, furieux, cria aux soldats de rassembler leur courage, car personne ne savait quand Barco attaquerait à nouveau. Se retournant, il aperçut Flora et la félicita, reconnaissant qu'elle avait vu juste. Barco était confus et avait rappelé ses soldats. Curieux, il lui demanda comment elle avait deviné cela. Flora, vêtue de son armure, avança d'un pas décidé et déclara qu'elle avait compris qu'attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes était inutile. Serrant les poings,
Elle jura de devenir plus forte, affirmant que c'était ainsi qu'elle vivrait désormais. Les yeux de Laurence se remplirent de larmes, et il s'excusa sincèrement auprès de sa fille de l'avoir forcée à accepter le mariage avec Démétrie, pensant à l'époque que c'était la seule façon de sauver leur lignée. Mais aujourd'hui, il croyait en elle, persuadé qu'elle ferait les bons choix. Flora lui sourit, mais soudain, son visage se figea en voyant une puissante explosion. Une partie du mur de la forteresse venait d'être détruite. Les guerriers se précipitèrent pour évaluer les dégâts. Les chevaliers sur les remparts criaient que Barco avait utilisé un flare, une arme magique de type catapulte, projetant une explosion colossale. Flora reconnut immédiatement le sceau magique brillant, indiquant qu'il s'agissait d'une ressource stratégique nécessitant des dizaines de pièces d'or pour chaque tir. Même un riche propriétaire ne pouvait l'utiliser sans autorisation gouvernementale. Incrédule, Flora serra les poings en réfléchissant. Comment Barco avait-il obtenu une telle arme? Pour stopper le flare, il n'y avait que deux solutions. Riposter avec une arme magique équivalente, ouvrir les portes et sortir pour la détruire manuellement. Mais ces deux options étaient impossibles. Le désespoir l'envahit, jusqu'à ce qu'une servante interrompe ses pensées pour annoncer qu'un message magique venait d'arriver. Flora, surprise, écouta la servante lui dire que Roman Démétrie avait transmis un mot. Il avait un moyen de les aider. Intriguée, Flora demanda des détails. Dans la salle d'appel, un hologramme apparut devant elle, montrant Roman lui-même. Avec détermination, Roman annonça qu'il avait l'intention de se venger de la famille Barco et que sa décision était prise. Le seul point restait de savoir quand il passerait à l'action. Si Flora acceptait de suivre son plan, il s'engageait à détruire Barco en un instant. Pour cela, Laurence devait sacrifier sa position et offrir un champ de bataille. Roman jura, au nom en son propre nom, de mobiliser toutes ses forces pour les soutenir. Le vent soufflait à travers les cheveux de Flora alors qu'elle réfléchissait aux implications du mot « sacrifice ». Roman continua et ajouta qu'il avait besoin d'une raison légitime pour entrer en guerre, le contrat de mariage ayant déjà été rompu. Flora demanda comment créer un tel prétexte. Roman répondit froidement. Elle devait annoncer publiquement que Anthony Barco l'avait harcelée, justifiant ainsi la rupture de ses fiançailles. La bouche ouverte de stupeur, Flora imagina les conséquences de cette déclaration. Sa réputation d'aristocrate serait ruinée, mais cela offrirait une raison irréfutable de combattre pour sauver la famille Laurence. Flora, en proie au doute, comprit néanmoins qu'il n'y avait pas d'autre option. Pressant ses mains contre sa poitrine, elle pesa les options. Sur les remparts, des éclats de lumière et des flammes embrasaient la forteresse, tandis que les guerriers tentaient de colmater les brèches avec des barrières métalliques. Les pierres chutaient du plafond, et au milieu du chaos, Flora savait que le temps était compté pour sauver l'héritage des Laurence. Finalement, elle se tourna vers l'hologramme et, résolue, déclara qu'elle ferait ce qu'il fallait pour protéger sa famille. Flora ferma les yeux, serrant les poings, puis hurla en exigeant qu'on s'occupe immédiatement de ces maudits crochets de Barco, coincés contre le mur de la forteresse. Au même moment, une voix criait sur les remparts. Il fallait à tout prix empêcher l'ennemi de franchir le rempart. Le vicomte Laurence leva la main en clamant qu'il était impératif de défendre la muraille. Il devait tenir bon. Un guerrier ennemi escalada soudain le mur et attaqua un homme à l'épée. Un cri jaillit pour avertir le seigneur du danger imminent. La lame s'approchait du visage du soldat. Soudain, l'assaillant fut foudroyé par un rayon lumineux. Une jeune fille, un arc à la main, venait de tirer. Laurence se retourna et reconnut sa fille, Flora. Elle le fixa avec gravité et déclara qu'il fallait ouvrir les portes de la forteresse pour affronter Barco de front. Le père, abasourdi, répéta « Ouvrir les portes ». Flora expliqua alors que Roman leur avait promis son aide. Elle continua en expliquant que s'ils sortaient affronter l'ennemi, cela attirerait leur attention et que Roman pourrait surgir avec son armée pour détruire l'offensive. Le vicomte, encore sous le choc, voulut en savoir plus. Flora répondit qu'il n'y avait pas de temps pour les détails, mais qu'elle avait une certitude inébranlable. Roman n'était pas homme à parler en vain. Non loin de là, un cristal de communication reposait au sol. Roman, portant un manteau rouge, se tenait à ses côtés, le regard plongé dans les profondeurs du cristal. Chris, posté derrière lui demanda s'il comptait attaquer immédiatement. La réponse fut brève, non. Mais le blond s'écria que s'ils attendaient davantage, Laurence serait perdue. Chris continua et expliqua que le flare était une arme puissante, capable de réduire en miettes toute une muraille. S'il comptait réellement aider Laurence, c'était maintenant qu'il fallait attaquer. Au loin, le mur d'une forteresse fumait. Le blond insista, il fallait frapper l'ennemi par l'arrière, sans délai. Roman le fixa avant de poser la question. Pourquoi devrait-il le faire? Chris ouvrit de grands yeux, surpris. La réponse le désarma. La question n'était pas de savoir si Laurence allait tomber ou non. Alors que Chris,
visualisait dans son esprit une armée gisante dans le sang. Roman lui déclara qu'au regard de la mort de quelques centaines d'étrangers, il préférait s'assurer qu'aucun des siens ne verse une goutte de sang. Il ajouta que le véritable problème était qu'ils avaient suivi un chef incompétent. Derrière lui, Chris hocha la tête, comprenant enfin. Il resta tout de même abasourdi, mais avait saisi le message de Roman. Le pont-levis s'abaissa. L'ordre avait été donné, ouvrir les portes de la forteresse. En s'écrasant sur le sol, il annonçait le début de l'assaut. Une voix cria qu'il était temps de punir les cruels soldats de Barco. Le vicomte lança l'ordre d'attaque. Les soldats avancèrent en formation, marchant vers l'armée ennemie. En face dans les rangs ennemis, un homme à la barbe rousse ricana en voyant leur rang. Ils osaient sortir sans connaître leur place. Un coup brilla dans l'air, laissant une trace lumineuse. Le guerrier sourit d'un air féroce. C'était un escadron de mercenaires de berge. Les guerriers de Laurence, terrifiés par les membres arrachés et les cris d'agonie, tremblaient d'effroi. Puis, cédant à la panique, ils s'enfuirent en hurlant, implorant de l'aide, se disant perdus. Flora, postée au sommet du mur, désigna du doigt l'ennemi en criant qu'il fallait tenir jusqu'au bout, sans jamais reculer. Mais la peur l'envahissait. Si leur troupe échouait ne serait-ce qu'à servir d'appât, alors Roman ne viendra jamais. À l'instant même, une nuée de poussière s'éleva sous les sabots d'un cheval lancé au galop. Sur la plaine, les tentes des troupes apparaissaient au loin. Le vicomte Barco se retourna, interpellé par le fracas. Roman approchait à cheval, suivi par ses hommes. Le moment fatidique était arrivé. Celui où l'on devait risquer sa vie. Chris fixait l'horizon, concentré, inquiet. Kevin, quant à lui, semblait paralysé par l'anxiété. Roman songeait à cette réalité que chacun allait devoir affronter seul. S'il parvenait à survivre, alors, sous la bannière de son armée, il leur offrirait cette vie de prédateur qu'il avait promise. Mais leur survie dépendrait uniquement de leur force et de leur volonté. Derrière lui, les cavaliers galopaient, leurs lames brandies, prêts à se jeter dans la bataille. Peu de temps avant l'assaut, Roman affirmait d'un ton ferme que leur objectif principal était d'attaquer Barco par l'arrière et de détruire ses armes de siège. Se tenant face à l'armée, Roman déclara qu'il n'attendait pas grand-chose de Laurence dans cette stratégie. La ville ne jouerait sans doute pas parfaitement son rôle d'appât idéal. Regardant droit devant lui, Roman annonça qu'il prendrait la tête de la charge. Il ira en avant, taillant à travers les rangs ennemis pour leur ouvrir un passage, et leur ordonna de suivre ensuite pour achever les vestiges de l'armée vaincue. Sur le champ de bataille, les mercenaires de Barco observaient les cavaliers approcher. Le vicomte Barco fronça les sourcils et les railla, maugréant comment il comptait impacter quoi que ce soit avec ce maigre effectif. Il tourna les talons et ordonna que les soldats se préparent immédiatement à recevoir ces invités fous. Les combattants dressèrent leurs boucliers et leurs lances. Roman s'approcha, leva son épée avec détermination, et chaque coup qu'il portait laissait derrière lui une traînée lumineuse violette. Autrefois, se souvenait-on, en première ligne de la secte démoniaque, avait-on coutume de dire, se trouvait toujours le démon céleste. Le cheval de Roman s'effondra, frappé de plein fouet. Roman bondit du haut des airs et s'abattit sur ses ennemis. Il maniait son épée avec une puissance inhumaine. Être confronté à lui revenait à signer son arrêt de mort. On s'interrogeait. Pourquoi, même après avoir atteint le rang de démon céleste, continuait-il à endosser le rôle le plus périlleux? Les soldats de Barco le regardaient, stupéfaits. Roman, lui se souvenait que, par le passé comme aujourd'hui, la raison était toujours la même. Le plus fort devait mener l'assaut pour briser l'esprit combatif de l'ennemi. Entouré d'une lueur violette, Roman déclara qu'il n'avait pas le choix. S'il lui n'attaquait pas, ce seraient eux qui le feraient. Alors il attaquerait. Derrière Roman, Kevin, serra les dents et fermant les yeux, il cria l'ordre de l'assaut. Tous devaient suivre leur maître. Chris se retourna surpris, les cavaliers attendaient son signal. Les chevaux s'élancèrent, le sang éclaboussant l'air au premier contact. Une lance perça un destrier de Kevin, et le cavalier, furieux, fit face à l'ennemi. Le sang gicla contre le casque. Le cri de Kevin résonna. « Suivez le maître !» Le regard de Kevin était fou, presque dément. Chris, son épée cerclée d'une lueur bleue, avançait en tranchant l'ennemi, pensant qu'il se rapprochait peu à peu de la puissance de Roman. Celui-ci atteignit la ligne adverse. Les soldats ennemis, terrifiés, pensèrent qu'il fallait impérativement arrêter ce monstre. Roman fit exploser la tête d'un soldat. Le regard fixé vers l'avant, il déclara que cette chose, le flare, une arme magique, était le véritable objectif de leur plan. Il continua d'avancer vers elle, en murmurant « C'est ça, le flare ». Le capitaine des mercenaires de berge, stupéfait, s'interrogea sur la nature de ce Roman. Il visualisait déjà un coffre rempli d'or.
L'enjeu était immense, car le sort de sa troupe dépendait de cette mission. Déterminé à intervenir personnellement, le capitaine Berge tira son épée. Entouré de flammes, il laissa une traînée rouge dans l'air en se lançant à l'assaut. Roman l'attaqua par le haut. Berge, un mercenaire classé à reconnu dans tout le royaume, possédait une aura de 2 étoiles. Contrairement aux mercenaires de rang B, ceux de rang A devaient savoir maîtriser leur aura pour conserver leur statut. Son épée enflammée rencontra la lame violette de Roman. Le feu les enveloppa tous deux. Dans son casque, les yeux de Berge brûlaient de rage. Roman, impassible, l'observait. Des étincelles jaillirent de leurs armes. Roman porta une nouvelle attaque éclair, laissant une traînée de lumière. Berge, stupéfait, eut la sensation de sombrer dans la folie. Il est le plus fort des forts, pensa-t-il dans un ultime éclair de lucidité. Roman l'attaqua avec une onde d'énergie violette. Berge serra les dents, furieux. Une lueur rouge s'éleva à ses côtés. Il tomba à genoux. Roman tourna les talons. 5 secondes plus tard, le corps décapité du mercenaire s'effondra au sol. C'est tout ce qu'un mercenaire de rang A pouvait endurer face à Roman. Les mercenaires le regardèrent avec stupéfaction. Les membres de son escouade, eux, affichaient des visages rayonnants. Le vicomte Barcot, le visage déformé par la colère, pointa un doigt accusateur vers l'avant. Il exigea, en hurlant, qu'on exécute cet homme sur le champ. Mais ses soldats l'empêchèrent d'avancer, le retenant de force en lui criant que c'était trop dangereux, qu'il devait d'abord se mettre à l'abri. Roman, quant à lui, fixait l'horizon avec gravité. Son regard était ferme, décidé. Il pensa que le phare qu'il voyait était une arme qui n'existait pas dans le monde du Murim. Il se tint devant la catapulte entouré d'un étrange saut circulaire. Alors qu'il avançait d'un pas envers l'arme, des éclairs noirs crépitaient autour de lui. Roman invoqua un art unique, le pouvoir du démon céleste. Une silhouette se dessina au sommet de la lame. Sa voix intérieure nomma la technique de l'épée du démon céleste, première forme. Le faisceau noir fut soudain entouré d'éclairs violets et traversa le phare. Barcot et ses troupes en restèrent bouche bée. La moitié de la catapulte s'effondra brutalement au sol. Roman se tenait désormais à côté de l'arme brisée. Il cria fortement et lança un ordre, qu'on l'écoute. Il déclara alors « Je suis Roman Démitri », puis levant son épée et annonça avec force qu'il avait détruit l'arme d'assaut de Barcot. Sur les murs de la forteresse, comme au pied de celle-ci, les soldats de Laurence exultèrent. Flora, émue, porta ses mains à sa bouche. Elle regarda droit devant elle, les larmes aux yeux, et murmura que, oui, il avait vraiment réussi. De la fumée s'élevait de la catapulte détruite. Le coup porté à la puissance centrale de l'ennemi forçait désormais Barcot à battre en retraite. Roman entendit alors l'armée adverse, brandissant des drapeaux blancs, clamer qu'on n'en avait pas encore fini avec eux. Au cours de cette bataille, Chris avait utilisé son aura d'une manière légèrement différente de d'habitude. Entouré d'une lueur bleutée, le blond serrait fermement le manche de son épée brillante. Il s'efforçait de concentrer son aura au maximum, à la manière de Roman. Et grâce à cela, même en plein cœur de la mêlée, la consommation de mana restait minime. Derrière lui, les corps ensanglantés s'entassaient. Le blond sourit, il se disait qu'il ne lui restait plus qu'à reconnaître la vérité. Tout en rengainant sa lame, Chris sourit, pensant que le maître avait appliqué la méthode juste. Mais son expression changea lorsqu'il vit ses camarades effondrés, haletants. Il pensa qu'ils avaient dû, eux aussi, grincer des dents et se jeter à la poursuite du maître pour ne pas être distancés. Il comprit qu'ils étaient naturellement épuisés. Chris les observa, satisfait. Il se dit que, malgré tout, pas un seul des 30 soldats ne s'était laissé distancer, et aucun n'avait été gravement blessé. Les guerriers baissèrent la tête, à bout de souffle. Chris comprit alors pourquoi le maître les avait choisis. Roman, vêtu de son manteau rouge, s'approcha d'eux. Un être dépassant les limites du raisonnable. Roman, lui, déclara qu'il avait vu qu'ils avaient tenu bon et que leur rôle était désormais terminé. Le pont-levis de la forteresse fut abaissé. Roman et les soldats le traversèrent. En entrant dans la ville, il observa les lieux. Villageois accoururent, l'entourant et le remerciant à grands cris. Il disait qu'il était leur héros, que Laurence ne l'oublierait jamais. Le vicomte Laurence, observant le jeune homme, se fit la réflexion que c'était bien dommage. Le vicomte, songeur, se rappela leur première rencontre. Il avait su dès ce moment que Roman n'était pas ordinaire. Mais de là à anéantir cette immense arme ennemie de ses propres mains. Roman fit un geste de la main, presque sacré. Le vicomte imagina alors une bête auréolée de lumière, un fauve né du génie de Démitri. Il se dit que si les choses s'étaient passées autrement,
ce tigre féroce serait devenu son gendre. Il s'imagina alors ce prédateur s'approcher de lui, et, le poing serré, regretta que ce ne soit plus qu'un rêve. Reprenant ses esprits, il déclara que Roman était un grand héros de Démétrie. En tendant la main, le vicomte exprima sa joie de le revoir. Roman lui sourit. Les deux hommes se serrèrent la main. Les murs intérieurs étaient ornés de colonnes. Roman se tenait devant la porte lorsque, soudain, Flora s'approcha timidement de lui. Les doigts entrelacés, elle le remercia doucement. Debout non loin, elle avoua qu'ils n'avaient pas pu jouer pleinement leur rôle de diversion, mais qu'ils n'avaient pas détourné les yeux de Laurence dans son heure la plus sombre. Ils avaient choisi d'aider. La blonde regarda le jeune homme qui se tenait toujours devant la porte, et ajouta qu'elle voulait le remercier sincèrement. Roman posa sur elle un regard indifférent. Il répondit calmement qu'il avait joué le rôle attendu, comme promis. Il ajouta, en fixant la jeune fille, qu'ils avaient parfaitement rempli leur rôle, conformément à son plan. Flora, une main posée sur sa poitrine, déclara qu'en dépit de tout, elle désirait lui rendre l'appareil pour sa générosité. Même si elle savait qu'il n'en attendait aucune reconnaissance, elle insista sur le fait qu'en tant que représentante de Laurence, elle devait absolument le remercier. Roman hocha la tête lorsqu'elle affirma que, s'il désirait quelque chose, il pouvait formuler sa demande sans crainte lors de l'assemblée. Les mains jointes avec modestie, Flora promit qu'elle l'écouterait jusqu'au bout et qu'il serait justement récompensé. Roman lui sourit doucement. Il déclara que si elle n'était pas prête à revenir sur sa décision, il n'avait alors d'aucune raison de refuser. Il posa la main sur la poignée de la porte, l'ouvrit, et l'invita à entrer la première dans la salle du conseil. Autour de la longue table, des hommes étaient déjà assis, discutant à voix basse. Roman resta silencieux, une main sur le menton, tout en écoutant leurs échanges. L'un d'eux suggéra que c'était là une opportunité inespérée. Si Laurence proposait à Barco de mettre fin au conflit, ce dernier accepterait sûrement. Un autre fit remarquer que Barco conservait encore une force militaire impressionnante, et qu'au lieu d'attiser le conflit inutilement, il valait mieux enterrer le passé et rechercher la paix. Flora se tenait près de son père, à la tête de la table. Roman, pensif, se dit que Laurence était des herbivores. Le vicomte regardait droit devant lui, affirmant que, pour une fois, les débats étaient posés sur de bonnes bases. Il déclara qu'un désastre avait été évité grâce à une aide extérieure, mais que leur force seule ne suffirait pas à contenir l'assaut de Barco indéfiniment. Il ajouta que, désormais, ils allaient devoir envoyer un messager. Roman l'interrompit en se caressant le menton, demandant poliment s'il pouvait prendre la parole. Un silence respectueux s'installa autour de la table. Le vicomte lui répondit de parler. Il se leva et les remercia. Placé à l'extrémité de la table, il expliqua que Barco était acculé par les dettes et l'oppression financière. Pour rembourser une somme aussi colossale, il ne lui restait qu'un seul recours, vaincre Laurence, par tous les moyens. Il avança de quelques pas, ajoutant que même avec le flard l'arme magique détruite, cela ne changerait rien au fond du problème. Ce n'était, selon lui, qu'une supposition, mais il craignait que la seule réponse à l'envoi d'un messager soit le retour d'une tête ensanglantée. Un homme toussa dans son poing. Un autre, aux longs cheveux, resta muet. Le vicomte Laurence, concentré, écoutait attentivement. Roman poursuivit, se souvenant des soldats qui, dehors, transportaient des cadavres. Il demanda aux autres s'ils ne ressentaient rien en voyant cela. Il rappela que Barco ne devait pas être pardonné, et que Laurence devait montrer au monde entier sa volonté de vengeance face au monstre. Il continua d'avancer, plus résolu que jamais. Il déclara qu'ils avaient osé porter la main sur Laurence. Le vicomte réagit, demandant s'il réalisait bien la situation, il n'avait pas la force nécessaire. Que pouvait-il faire d'autre? Roman ne se retourna même pas. Il dit simplement qu'il n'avait qu'une chose à dire. S'approchant du vicomte, il s'arrêta. Debout au-dessus de lui, ses yeux brillaient d'une lumière inquiétante, presque bestiale. Il déclara avec fermeté qu'il existait une solution. Le vicomte le fixa, glacé par la peur. Ailleurs, un cri retentit dans le camp. Sous la tente, Barco frappa la table de ses poings. Il hurla à l'adresse de Roman, demandant sous quel prétexte il osait s'immiscer dans leurs affaires. Penché au-dessus d'une carte, le visage sombre, Barco murmura qu'il ne restait qu'un seul moyen de renverser la situation défavorable. L'idée qui lui vint était la même que celle que Roman proposait à Laurence. Un duel de guerriers. Ainsi étaient les règles d'un tel duel. Le duel détermine la victoire ou la défaite d'une lignée. 3 épéistes entrent dans l'arène sacrée, bénis par Valhalla. Les 2 familles doivent respecter l'issue du combat. L'autorité du responsable de chaque camp est cruciale. Une fois l'accord conclu, la décision est transmise au gouvernement central, puis le duel est officiellement organisé. Le vicomte Laurence fronça les sourcils.
Cela faisait longtemps que les duels de grands guerriers n'étaient plus que des mascarades d'influence et de richesse. Leur adversaire, Barco, disposait de connexions puissantes au gouvernement central, et vu la somme empruntée à la Banque d'Or, il était terrifiant d'imaginer quel maître épéiste il pourrait engager pour le représenter dans ce combat. Roman déclara qu'il comprenait ce que le vicomte voulait dire. Un sourire discret éclaira son visage, et il affirma qu'il allait, dès maintenant, leur insuffler la confiance nécessaire pour remporter la victoire. Tous se turent. Le vicomte le fixa avec étonnement et lui demanda de répéter. Roman soutint calmement son regard. Il expliqua qu'il n'existait pas de meilleure voie pour eux que celle d'un duel de guerriers, à condition d'être sûr de leur victoire. Il précisa que Barco disposait d'un escrimeur de rang 3 étoiles, probablement leur premier combattant. Cette révélation fit frémir l'assemblée. Le jeune héros, imperturbable, adressa un sourire à ses alliés. Il annonça qu'il prendrait part au premier duel, au nom de Laurence. Que son adversaire soit le chevalier Barco en personne ou un maître venu de l'extérieur, il garantissait une victoire absolue. Le vicomte frissonna malgré lui. Roman poursuivit. Il déclara que peu importait l'excellence des adversaires, car face à une victoire et 2 défaites, leur talent perdrait toute valeur. Le troisième duel, selon lui, devait revenir à son homme, Chris. Bien qu'il ne possédât que 2 étoiles, Chris disposait du génie nécessaire pour l'emporter face à un adversaire de rang supérieur. Il regarda ceux qui l'entouraient et demanda si cela ne suffisait pas à considérer la bataille comme déjà gagnée. S'il remportait le duel des guerriers, alors Laurence pourrait enfin retrouver sa réputation perdue. Se tournant vers Flora, il lui adressa un sourire. Il l'invitant discrètement à influencer la décision finale. La jeune femme, prise de court, le regarda avec surprise. Elle se remémora la promesse qu'elle lui avait faite, exaucer n'importe laquelle de ses demandes. Elle fronça légèrement les sourcils. Était-ce donc cela, ce qu'il attendait? Elle l'observa attentivement. Il murmura alors qu'il participerait au duel de guerriers, mais qu'en retour, Laurence devait assumer les conséquences si les choses venaient à changer. Elle comprit. Ce jeune homme représentait un danger, mais un danger nécessaire. Elle ferma les yeux, puis déclara d'une voix ferme qu'elle soutenait l'idée du duel. Par accord mutuel, le duel des guerriers fut approuvé. Tout avait été décidé en moins d'1 semaine. Le jour du duel était enfin arrivé. Sur le siège du juge trônait un homme à la barbe sombre, le comte Aertes. Il rappela que le duel de guerriers se déroulait dans un lieu sacré, béni par Valhalla, et quel que soit le résultat, les 2 lignées familiales devaient l'accepter. À l'une des tribunes, le comte Laurence était assis, sa fille debout derrière lui, aux côtés de Roman. En cas de refus du résultat, elle serait jugée, mettant en péril l'honneur du royaume de Caïro. En face, le camp de Barco se tenait prêt. Le comte Aertes ouvrit les bras et annonça que les 2 familles devaient à présent présenter leurs 3 combattants et soumettre l'ordre des duels. Du vin fut versé dans des coupes. Le vicomte Barco conversait avec aisance avec le juge. Roman le remarqua et plissa les yeux. Il se pencha vers le vicomte Laurence et lui souffla qu'il devait modifier l'ordre des combats. L'homme le regarda avec étonnement. Tout avait été fixé depuis 1 semaine. Roman répondit que c'était justement cette semaine qui posait problème. Plus le temps passait, plus les intérêts financiers et politiques penchaient en faveur de Barco. Le jeune homme fronça les sourcils. Selon lui, leurs ennemis cherchaient volontairement à gagner du temps, ils ne semblaient pas du tout pressés. Le vicomte Laurence regarda dans cette direction et supposa qu'en effet, ils avaient peut-être réussi à recruter des maîtres puissants durant ce laps de temps. Les pieds d'une chaise grincèrent. Un soldat s'y affalait, visiblement endormi. Roman le regarda du coin de l'œil. Le vicomte se tourna vers Roman, inquiet. Que faire? Le plan initial prévoyait que Roman commence le duel pour garantir une victoire écrasante, suivi par le chevalier Laurence, avec Chris en dernier, pour conclure la série. Roman déclara alors que Chris passerait en premier. Laurence et sa fille se retournèrent vers lui, stupéfaits. Mais le jeune homme, souriant, affirma qu'il prendrait la seconde place et affronterait lui-même le plan que Barco avait préparé. La foule grondait, excitée. Chris monta sur l'estrade, droit et concentré. Devant lui se tenait son adversaire, Janssen, un épéiste doté d'une aura de rang 3 étoiles. Le blond le fixa intensément, puis se présenta à son tour. Les spectateurs murmurèrent entre eux. Ce garçon n'était autre que le disciple de Jonathan. On le regardait avec curiosité et suspicion. Mais le jeune homme, les yeux plissés, songeait qu'on ne pouvait devenir plus fort qu'en affrontant le danger. Le signal du début du combat fut donné. La bannière se déploya dans un souffle, marquant le début du duel. Les 2 adversaires s'élancèrent aussitôt. Janssen, l'épéiste de rang 3 étoiles, attaqua avec une rapidité foudroyante,
sa lame enflammée tranchant l'air. Chris se souvenait de sa toute première confrontation avec son maître. Il avait alors appris une vérité essentielle. Peu importait la puissance brute de l'aura, seule sa maîtrise pouvait lui conférer un véritable sens. Le jeune blond esquiva. L'ennemi enchaîna les assauts. Chris, crispé, dut se déplacer sans cesse, avec agilité et précision, à la recherche d'une seule ouverture. Il savait qu'il n'avait droit qu'à une seule chance. L'épéiste adverse lança un nouvel assaut, s'enveloppant d'une intense aura rouge. Janssen ricana, moqueur, et lui lança « Combien de temps comptes-tu encore fuir ?» Chris sentit l'énergie l'écraser. Il leva les yeux. La silhouette de Janssen, auréolée de lumière écarlate, le dominait. Il resta figé un instant, le souffle coupé. Il comprit qu'il ne pourrait plus esquiver. Il devait réagir, et vite. Soudain, la voix de son maître résonna dans sa mémoire. « Brise les lois du monde. Oublie les règles. Crée les tiennes. » Il se ressaisit. Son regard changea. La lame de Chris vibra entre ses mains. Une lumière bleue s'en dégagea, légère d'abord, puis plus dense, plus concentrée. Le jeune épéiste se rappela les démonstrations du leader. D'un simple grain de mana naissait un faisceau. Du faisceau, un point. Du point, une percée. Face à lui, Janssen concentra lui aussi son aura en un seul point. Leurs regards se croisèrent. L'instant fut suspendu. Puis, tout se déroula en une fraction de seconde. Le blond atterrit derrière son adversaire. Le silence tomba. La tête de Janssen roula au sol. Chris avait remporté la victoire. Le public explosa. Un épéiste 2 étoiles venait de vaincre un chevalier de rang 3. Chris haletait, encore secoué. Mais il restait debout. Son regard croisa celui du héros, qui l'observait avec fierté. Dans le camp de Barco, l'agitation montait. Le chef serra les poings à s'en faire trembler les bras. Il ne pouvait croire à la défaite de Janssen. Il avait misé sur une victoire dès le second duel. Désormais, tout se jouait sur le dernier combat. Le vicomte Barco se rassura. Il possédait un atout infaillible pour ce prochain combat, une carte maîtresse qui avait coûté une fortune. Un garde s'approcha du second combattant de Barco, affalé sur une chaise. L'homme ouvrit les yeux, l'air encore ensommeillé, et demanda s'il était déjà temps. Il se leva, s'étira paresseusement et monta sur la plateforme. Sa chevelure bleue, une cicatrice traversant son nez, son allure détendue et nonchalante. Il se présenta d'un ton monotone, Améro, de Barco. Un frisson parcourut la foule. Flora, Chris et même le vicomte Laurence restèrent sans voix. Tous reconnaissaient cet homme. Le bretteur errant. Un rang 4, une légende vivante pour beaucoup. C'était la première fois que certains le voyaient de leurs propres yeux. Il soupira d'ennui, pensant qu'il ne se trouvait là que sur demande du maître de la guilde. Il occupait la 49e place du classement des épéistes. Ce classement, expliqua Théon, était né dans l'empire de Valhalla, terre sacrée où les guerriers morts au combat poursuivaient leur destinée. Là-bas, les batailles étaient menées pour l'honneur, pour inscrire son nom dans la mémoire éternelle des braves. Chaque victoire, chaque défaite était enregistrée, gravée dans l'histoire. D'abord limité à la culture de Valhalla, ce système de classement avait fini par se répandre sur tout le continent, à mesure que l'influence de l'Empire grandissait. Les 100 premières places étaient attribuées personnellement par les dignitaires du temple de Valhalla. Le vicomte Laurence blêmit. Jamais il n'aurait imaginé que Barco fasse appel à un tel adversaire. Le nom de Homéro était connu dans tout le royaume de Caïro. Vagabondant de ville en ville, défiant les plus forts, ainsi il avait gagné ce surnom de bretteur errant. Les spectateurs étaient tendus. On entendait des rumeurs circuler, certaines affirmant que Laurence allait se retirer du combat, malgré sa première victoire. Homéro bâilla une nouvelle fois. Roman, lui, observait la scène en silence. Il croisa les bras et fixa l'horizon. Il avait surveillé les mouvements de Barco grâce à la guilde de l'information, mais tout ce qu'il avait pu récolter était déjà connu. Alors c'était ça, la vraie carte secrète de l'ennemi. Mais eux aussi avaient leurs secrets. Le jeune homme s'avança sur le site. Il était prêt. Et il allait leur offrir une bataille comme on n'en lisait que dans les livres. Flora saisit la main du jeune homme avec inquiétude. D'une voix tremblante, elle le supplie de renoncer au combat. Elle lui rappela que son adversaire était classé 49e du classement. Un guerrier d'exception, dont on disait qu'il grimperait bientôt au-delà de la 30e place. La blonde, les yeux emplis d'angoisse, le regarda et réitéra sa demande, qu'il refuse, au moins pour sauver sa vie. Elle n'était pas prête à le voir mourir sur ce champ de duel. Mais le héros s'était tourné vers elle avec calme. Flora, émue, avait murmuré qu'il prierait de tout cœur pour que la victoire leur soit favorable lors du prochain duel. Devant eux,
Homero observait son adversaire d'un regard où transparaissait une supériorité absolue. Homero fronça légèrement les sourcils. Il n'aimait pas cet homme. Flora s'était alors approchée du héros. Elle lui dit que le moment était venu de payer le prix du changement de stratégie. Puis ajoutait qu'il n'y avait aucune raison de risquer sa vie dans un duel qu'ils étaient certains de perdre. Mais Roman doucement libéra sa main, agacé par les propos de la jeune fille. Roman lui répondit qu'il devait remettre chaque chose à sa juste place, et la pria de ne pas interférer. Il s'avança vers la plateforme, le regard décidé et se présenta d'une voix claire. Roman Démitri. Face à lui, son adversaire dégainait son épée à son tour. Homero avait toisé le jeune homme. Il se disait que, tout au plus, Roman avait une aura de niveau 2 étoiles. L'homme, frustré, avait pensé qu'il devait affronter Fernando, classé 30e, et non ce menu fretin. Soudain, le combattant à la chevelure bleue disparut dans un éclair de vitesse. Chris et Kevin, depuis les gradins, étaient sous le choc, surpris par sa rapidité surhumaine. L'ennemi avait frappé, son épée illuminée d'une aura puissante. Roman para le coup avec agilité. Homero se glissa aussitôt derrière lui. Un sourire étirant les lèvres du bretteur errant. Il trouvait ce Roman intéressant. Roman avait déjà contre-attaqué. Sa lame teintée d'une aura obscure. Le visage d'Homero était déformé d'excitation. Il demanda surpris quelle méthode Roman utilisait pour libérer une telle énergie. Roman ne répondit pas à son excitation. Il avait simplement pensé que, depuis le temps, il attendait ce genre de combat. Mais l'autre, croyant avoir affaire à un faible, ne se battait même pas sérieusement. Homero étendit son épée. Un pilier d'énergie bleue jaillit autour de lui. Une aura de rang 3 étoiles, concentrée à son sommet. Puis il déclara qu'il allait enfin traiter Roman avec tout le sérieux qu'il méritait. Le sol se mit à trembler. Des tourbillons d'énergie balayant la poussière et des pierres projetées dans tous les sens. Les spectateurs étaient accrochés aux barrières, tant l'aura dégagée était terrifiante. Roman, impassible, le fixait. Il se demandait comment un tel homme pouvait être 49e du classement, quelle blague. Mais il n'était pas là pour apprécier son niveau. Il décida alors d'en finir. Un pas. Une vibration. L'épée de Roman commença à émettre une énergie si puissante qu'elle semblait distordre l'air. Roman regarda droit dans les yeux son adversaire et lui suggéra de tenir fermement son arme. Puis, calmement, il déclara « La technique de l'épée du démon céleste n'a pas d'égal ». Le sol s'était effacé. Les couleurs s'étaient éteintes. Une vague noire s'était abattue sur l'arène. Homero, ébahi, affichait un sourire nerveux. Comment croire que l'on puisse contrôler un tel mana? La vague l'avait englouti. L'espace d'un instant, tout s'était figé. Puis le silence. L'adversaire, tranché net. Roman se trouvait, dos à son ennemi vaincu. Il appelait cette technique l'épée du démon céleste, 3e forme. Quelques jours avant le duel, le chef de guilde, assis face à Homero, l'avait fixé d'un regard grave. Il lui avait dit qu'il savait combien ce dernier attendait son duel contre Fernando. Mais il lui avait demandé de comprendre. Il s'agissait là d'un duel d'honneur entre deux familles des marches frontières. Homero avait simplement posé ses pieds sur la table, regardé le plafond et pensé que, depuis qu'il avait reçu son certificat de rang A, il avait rejeté toutes les missions. Il préférait parcourir le royaume à la recherche de puissants adversaires. Il n'avait donc aucune raison de refuser ce combat. Il aurait peut-être dû refuser. De retour au présent, Flora, les yeux écarquillés, regardait la scène. Les spectateurs retenaient leur souffle. Le cadavre gisait au sol, face contre terre. Un génie qui avait rejoint le classement avant même d'atteindre le rang 4. La Rising Star du royaume de Cairo, mort, d'un seul coup. Roman quittait lentement le terrain, laissant derrière lui un corps sans vie et des fragments de mana tourbillonnants. Il jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Un garçon incapable d'atteindre les sommets n'aurait jamais dû se montrer arrogant devant moi. Roman jugeait tout selon les standards d'un autre monde. Lentement, il rengaina son épée. Dans sa vie antérieure, les cieux eux-mêmes semblaient regorger de maîtres d'exception. Là-bas, la moindre négligence pouvait conduire à la mort. Dans ce royaume, en revanche, les mystères de l'enseignement paraissaient fades, presque absurdes, comme de vulgaires déchets comparés à la grandeur de l'univers qu'il avait autrefois connu. Sans même un regard pour le cadavre, il avait demandé au juge d'annoncer les résultats. Le comte Aertes était pétrifié. Sa voix tremblante proclama, vainqueur du deuxième duel, Roman Démitri de la maison Laurence. Dans les gradins, les gardes frémirent. Personne ne comprenait. Un silence glacial s'était abattu. Tous fixaient le site du duel, sidérés. Le blond serra le poing,
l'air abasourdi. C'est donc ça, la véritable puissance de son maître. Chris, stupéfait, se demandait si Roman possédait déjà cette force lorsqu'il s'était affronté, ou s'il avait connu une croissance aussi prodigieuse en si peu de temps. Cela défiait toute logique. Il observa l'homme qui descendait de la plateforme. Celui qui avait écrasé Janssen au premier duel s'était imaginé pouvoir surpasser son maître. Mais, il s'était trompé. Le drapeau rouge s'agita. Victoire de Laurence. Face à un tel écart de puissance, continuer à gaspiller des ressources humaines dans un duel à l'issue prédéterminée semblait absurde. Le juge fronça les sourcils. Il annonça que, conformément aux règles, les deux familles pouvaient consulter leur camp et désigner un nouveau guerrier. Le chef de la maison Barco avait baissé la tête, tremblant de rage et d'effroi. Pour lui, tout était terminé. Il ne comprenait pas. Comment Homero avait-il pu perdre? C'était un épéiste 4 étoiles, un vrai, bien au-delà de la médiocrité des guerriers du Nord-Est. Était-ce une imposture? Un faux Homero envoyé par la guilde? Sa colère monta. Il fulminait. Un garde s'approcha et rappela que leur camp devait envoyer un nouveau combattant. Le vicomte répondit, les dents serrées, qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre davantage de puissance de combat. Il ordonna qu'on envoie Benson. Le soldat tressaillit. C'était une sentence de mort à peine déguisée. Envoyer un chevalier sans nom, c'était le condamner. Pour rappel, Benson est le nom du chevalier de Barco qui s'en était pris à Kevin lors de la soirée mondaine. Celui-là même que Roman avait corrigé à coups de gifle. Benson se présenta sur le terrain, visiblement apeuré, et se présenta à voix basse. Dans les gradins, des murmures s'élevèrent. Personne ne l'avait jamais vu. Chris, surpris, le dévisagea. Kevin, alors, s'approcha du maître. Les yeux brillants, il lui demanda la permission de combattre. Roman l'observa longuement. Dans un monde où les forts dévoraient les faibles, la défaite n'appelait qu'une seule conséquence, la mort. Même un chevalier sans nom pouvait se révéler un adversaire dangereux. Mais Kevin voulait prouver sa valeur. Le héros esquissa un sourire. Il hocha la tête. Le garçon se retourna et lança simplement qu'il reviendrait bientôt. Benson, sur la plateforme, tremblait de tout son corps. Comment en était-il arrivé là? Grâce au statut nocturne de son père, il avait toujours avancé sur un chemin lisse, sans heurts. Mais aujourd'hui, ses jambes flanchaient. Il leva les yeux. Un jeune homme venait de le rejoindre. Kevin s'était avancé, résolu. Son regard ne flanchait pas. Le chevalier, face à lui, afficha un sourire étrange. Soulagé, il remercia le Seigneur pour un adversaire aussi jeune. Il se faisait face. Benson, ricanant, lui demanda s'il voulait se venger. Dans le regard de Kevin brillait une folie amère. Mais le jeune homme lui répondit calmement, « Je ne suis qu'une épée. Une épée pour protéger mon maître. » D'un hurlement, Benson se rua vers lui. Kevin esquiva d'un mouvement fluide et plaça la pointe de son épée vers la gorge de son ennemi. Puis, en un éclair, Benson le frappa d'un coup de pied, l'envoyant valser au sol. La tête de Kevin heurta violemment le sol, du sang s'écoula. Kevin se redressa, appuyé sur son épée. Il saignait de la bouche, mais son regard brûlait d'une intensité effrayante. Chris observa la scène en silence. Il ne put s'empêcher de noter la différence écrasante entre leurs gabarits. À ses côtés, Kevin n'était qu'un gamin. Alors, pourquoi Roman l'avait-il envoyé? Quel instinct guidait ses choix? Benson frappa à nouveau, sa lame effleurant dans la poitrine de Kevin. Ce dernier serra les dents. Mais ses yeux, désormais rouges de rage, débordaient d'une soif de vengeance. Et de sang. Alors que le choc se propageait dans son corps, une voix intérieure résonna. Roman lui avait confié qu'à partir du jour où Kevin s'était personnellement tranché la main, la maîtrise du démon fantôme s'était installée dans son esprit. Il lui avait dit que, pour devenir plus fort, il devait réveiller cette entité qui sommeillait en lui. Une étrange énergie s'échappa alors du jeune homme. Ses yeux brillaient d'un éclat écarlate, et les veines sur son visage saillaient violemment. Une voix intérieure, rauque et lointaine, l'avertit soudain. « Attention, au-dessus de toi !» Kevin réagit à temps. Il bondit de côté, juste avant que le coup ne s'abatte violemment sur le sol où il se trouvait. Le chevalier roux s'était déjà accroupi. Il pivota vers l'ennemi. Kevin se frotta le crâne, grognant. La voix ricana dans son esprit, murmurant que sa tête avait failli être réduite en miettes. Il brûlait de rage. Il voulait tailler cet homme en pièces. Plus qu'un désir de victoire, il voulait devenir une épée. Une arme digne de protéger son maître, plus utile encore que Chris. Un mélange infernal de loyauté,
de complexe d'infériorité et de haine tourbillonnaient dans sa poitrine. Ses pupilles devinrent cramoisies. Il souriait désormais. La technique du démon fantôme. Kevin serra la poignée de son épée. Il fonça sans prévenir, vif comme l'éclair. La voix intérieure le poussait à tuer. Le chevalier brun recula d'instinct, sentant une aura menaçante s'échapper de son adversaire. Trop tard, la lame transperça son armure. Il jura, riposta, et son épée frappa l'épaule du garçon. Benson, horrifié, vit que Kevin ne s'arrêtait pas. Ses yeux étaient fous. Il était possédé. La lame perça à nouveau. Le blond frissonna en assistant à la scène. Le public était médusé. Kevin jeta son ennemi au sol. Il planta son arme dans la poitrine du chevalier, encore et encore. Le sang jaillit comme une fontaine. Depuis les gradins, le vicomte Laurence et sa fille assistaient à l'horrible spectacle, pétrifiés. Le jeune homme se redressa, descendit de l'estrade, et s'agenouilla devant son maître. Il lui dit qu'il était de retour. Roman le fixa, puis lui adressa un sourire. Il le félicita d'un ton calme. Kevin, couvert de sang, répondit par un sourire radieux. 3 duels. 3 victoires. La maison Laurence écrasait sans appel la maison Barcot. Et au cœur de cette légende naissante se trouvait un nom désormais murmuré dans tout le royaume, Roman Démitri. Comme les héros d'antan, son récit se tissait de rumeurs et de récits, mêlant vérité et exagération. Un homme posa sa chope sur la table et demanda à son voisin s'il avait entendu parler de cette histoire. On dirait que Barcot est fini. Ils ont fait tant de bruit pour finir comme ça. Et Laurence leur a volé la vedette. Un autre citadin intervint. Roman, tu veux dire? Il a exterminé à lui seul des centaines de soldats de Barcot, par derrière. Et puis ce coup, là, contre le flard. La taverne tout entière bourdonnait. Les récits sur Roman Démitri se multipliaient. Sa légende prenait racine. Alors que la légende de Roman s'étendait, pendant ce temps au domaine de Barcot, une pile de lettres et de documents encombrait le bureau. Le vicomte, assis, se tenait la tête entre les mains. Il murmurait que c'était la fin. Un courrier du Banque d'Or réclamait le remboursement des intérêts et du capital. Une autre lettre détaillait la somme colossale versée à la guilde des mercenaires pour employer Homero. Un contrat. Une dette. Il observait les feuilles, pétrifié. Dans un élan de fureur, il abattit son poing sur la table. Les papiers s'éparpillèrent au sol. Autrefois, la maison Barcot était influente dans tout le nord-est. Les délégations s'y pressaient. Et désormais, tout le monde leur tournait le dos. Son visage se déforma de rage. Il marmonna que tout cela n'aurait jamais dû arriver si Roman ne s'en était pas mêlé. Il frissonna, puis se redressa lentement. À ses yeux, le héros avait commis un crime impardonnable. Intervenir dans une guerre entre maisons nobles, sans y être convié. Un affront aux règles de la haute société. Il grinça des dents. Peut-être restait-il une ultime chance de sauver Barcot. Quelques jours plus tard au manoir des Barcot, le chef de famille accueillait les nobles présents, le sourire aux lèvres. Il les remercia chaleureusement d'avoir répondu à l'invitation. L'ambiance était tendue. On lui demanda de venir rapidement aux fêtes. Il hocha la tête et reprit la parole. Il affirma que, tout comme leur attaque contre Laurence s'était appuyée sur une cause légitime, les raisons politiques avaient un poids immense dans l'aristocratie. Les invités l'écoutaient en silence. Il fronça les sourcils. Cette guerre, déclara-t-il, était avant tout une façon de faire payer les dettes du passé, une revendication ancestrale. Même le gouvernement central ovait approuver la nomination d'un juge neutre. Mais Roman Démitri. Roman avait rompu cet équilibre. Il était intervenu sans motif, de façon brutale et personnelle. Son attaque imprévue avait coûté à Barcot des vies et aussi la destruction du flard, l'arme magique. Et même durant le duel de guerriers, affirma-t-il avec amertume, aucun représentant originaire de Laurence n'était présent. Le chef de la maison Barcot frappa violemment la table, furieux, déclarant que la situation dépassait l'entendement. Son regard s'assombrit lorsqu'il rappela que les fiançailles entre Laurence et Démitri avaient été officiellement rompues. Cela signifiait que Roman n'était désormais plus qu'un étranger à Laurence. Et en intervenant dans cette guerre, il avait franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû dépasser. Autour de la table, plusieurs têtes acquiescèrent silencieusement. Le vicomte esquissa un rictus. Il pensait que cette rupture d'alliance suffisait amplement à justifier une attaque. S'il réussissait à faire porter la responsabilité à la famille Démitri et à exiger une compensation financière colossale, il pourrait enfin régler sa dette envers la Banque Dorée. À cet instant même, on frappa à la porte. Roman entra, le sourire aux lèvres. Il annonça qu'il avait entendu dire que certains ici avaient des réclamations à son encontre.
Le vicomte Barcot, surpris, le dévisagea. Le jeune homme s'avança et fixa le vicomte avec assurance. Puis il demanda calmement au vicomte Barcot d'énoncer ses griefs de vive voix. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.